Radio Imo et Capital présentent le grand rendez-vous de l'immobilier. En partenariat avec Orpi et Bien Ici. Une émission présentée par Guillaume Chazoulière et Sylvain Lévy-Valency. Salut les amis, merci d'être avec nous voilà pour ce nouveau numéro un peu froid d'ailleurs quand on voit le temps qui fait dehors. En tout cas, on va parler d'immobilier comme d'habitude avec ce grand rendez-vous, l'émission qui décrypte l'actualité de l'immobilier, qui vous donne des conseils pour gérer votre logement, que vous soyez propriétaire, locataire, comme d'habitude, ou aussi investisseur. On va vous donner tous les éléments. Et comme tous les mois, cette émission est préparée bien sûr par nos équipes de Radio Imo et nos équipes de Capital, notamment avec son rédacteur en chef de Capital.fr, notre ami Guillaume Chazoulière. Comment ça va, Guillaume ? Ravi d'être là une nouvelle fois. Sylvain, on va parler d'immobilier neuf, je crois, aujourd'hui. On parle d'immobilier neuf avec Pascal Boulanger, le nouveau depuis quelques mois déjà, mais nouveau sur le plateau, président de la FPI, Fédération des promoteurs immobiliers. Nous ferons le point tout à l'heure ensemble sur le marché du neuf, les opportunités qui s'offrent aux acheteurs en cette fin d'année, et nous intéresserons aussi au dispositif locatif Pinel qui, on va le voir, va être amené à évoluer. Merci Guillaume, bonjour Pascal Boulanger, vous êtes bonjour. Avec nous. On est ravis d'être avec vous, c'est notre première effectivement sur le grand rendez-vous de l'immobilier, et comme chaque mois, nos experts vous attendent, ils sont en loge, experts, avocats, notaires, agents immobiliers, pour vous donner les bons tuyaux, les bons trucs, et surtout les pièges à éviter quand vous avez votre projet d'achat, notamment. C'est donc dans l'épisode, ça vous concerne tout à l'heure. Alors, au niveau de ce grand rendez-vous de l'immobilier, on a le point juridique de l'ANIL, mon cher Guillaume, qui est un nouveau rendez-vous. L'ANIL qui remplace dignement l'UFC Que Choisir, et c'est Roselyne Conan, effectivement, qui nous donne aussi les bons axes tous les mois. Bienvenue dans le grand rendez-vous de l'immobilier. C'est tout de suite. Le grand rendez-vous de l'immobilier, le grand témoin. Merci encore une fois d'être avec nous. Merci Pascal Boulanger d'avoir accepté cette invitation. Donc vous êtes président de la Fédération des promoteurs immobiliers. Vous regroupez à peu près 650 acteurs de l'immobilier, oui, 655 exactement, acteurs de la promotion immobilière sur toute la France. On est ravis d'être avec vous. Nous allons commencer par faire avec vous un état des lieux du marché du neuf, si vous voulez bien. On va parler un petit peu de cette année, de cette fin d'année 2021, qui a été un peu riche, on va dire, en rebondissement. Mais comme c'est l'usage ici, dans le grand rendez-vous de l'immobilier, la première question vous est posée par Guillaume. Je vous en remercie. Bonjour Monsieur Boulanger. Alors, selon les promoteurs, vous venez d'annoncer vos chiffres, les ventes de logements neufs vont encore terminer l'année. Je dis encore parce que ça fait 2 ans, je crois, que c'est à des niveaux historiquement faibles, on peut le dire comme ça. Vous allez me corriger si je me trompe. Comment expliquer en tout cas que le marché du neuf marque le pas, alors même qu'on voit que les ventes de logements anciens se portent... L'année 2021 va être exceptionnelle en transactions, incroyable. Et on a un marché du neuf qui cale. Qui est même en berne. C'est vrai, ce que vous dites est vrai. Pour être clair avec vous, on ne regarde pas par rapport à l'année 2020, puisque c'était une année Covid, nos bureaux de vente étaient fermés, les services instructeurs des villes étaient fermés. Donc nous, on compare vraiment par rapport à 2019 et les années antérieures à 2019. 2021 est un record historiquement bas, vous avez totalement raison. La raison est simple, la demande est là, l'offre n'y est pas. Donc, vous n'arrivez pas à produire, pourquoi ? Nous n'arrivons pas à obtenir d'autorisation de permis de construire. C'est notre vrai sujet. Vous avez envie de travailler, mais personne ne vous autorise à le faire, finalement. Alors, personne, vous exagérez un peu, mais c'est vrai qu'on a un grand ralentissement. Là, on ne peut plus délivrer de permis de construire dans ce pays. Alors, on a vu des régions avec moins 50% de délivrance de permis. C'est vrai. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? On est habitués, nous, promoteurs, aux élections municipales. Elles ont un phénomène. Avant les élections municipales, souvent, il y a un recul des autorisations de construire. Les maires ne veulent pas être embêtés, entre guillemets, par des voisins qui viendraient se plaindre, il va y avoir un immeuble ici, ou même des chantiers. Pour des raisons électorales ? Oui, pour des raisons électorales, il faut être clair, oui. Et ils nous disent, attendez un petit peu. Après les élections, normalement, je devrais être élu, je vous signerai à peu près les permis de construire, ou je dirais à mon successeur, si jamais j'étais battu, que j'avais pris un engagement. C'est pas le cas, là. Et là, on a eu ce phénomène avant les élections, mais on a eu un nouveau phénomène qu'on ne connaissait pas, que j'appelle un phénomène post-électoral, où il y a eu des grands maires bâtisseurs dont les équipes ont été battues
par des maires moins bâtisseurs qui avaient fait leur programme là-dessus, c'est tout à fait légitime. On pense à Bordeaux, on pense à Lyon, on pense à ces villes-là. Et du coup, ça a fait une espèce de tache d'huile sur l'ensemble des maires de France. Et aujourd'hui, les maires sont réticents à signer les permis de construire en disant « mais la population ne veut plus de l'acte de construire ». Et d'ailleurs, nous, la fédération, très souvent, on a stigmatisé les maires, puisque depuis la loi du 2 mars 82, ce sont les maires qui signent les permis de construire. Et on a dit « mais pourquoi ils ne veulent pas les signer ?» Mais quand on réfléchit bien, le maire n'est pas le fautif. C'est aujourd'hui une ambiguïté de la population qui ne veut plus l'acte de construire. Et surtout, c'est surtout la population bien logée qui ne veut pas un immeuble en face de chez elle. Bien sûr. Et donc, les recours qui sont un fléau parfois. Les recours, les pétitions, et les maires n'ont plus aucun intérêt, ils nous disent, à construire les exonérations de taxes foncières sur les propriétés bâties, la taxe d'habitation qui va... Si on peut aller dans le détail, est-ce qu'il y a des marchés qui, pour vous, vraiment sont marqués par ce ralentissement, par ce coup d'arrêt, et au risque que ça cause une vraie pénurie de logements, parce que c'est des grandes villes où il y a des besoins de loger, et est-ce qu'il y a au contraire des marchés qui sont des contre-exemples? Oui, par exemple, les grandes régions qui souffrent vraiment d'un ralentissement. Alors, qu'est-ce qui est marquant? Voilà. Est-ce que vous avez des phénomènes marquants au-delà peut-être des villes que vous venez de citer, des Grenoble, des Bordeaux, qui sont des villes vertes, mais parce que vous avez l'air de dire que ça va au-delà de ça. Alors, pour être encore plus clair, nous n'avons pas de fait marquant de villes où l'autorisation explose à la hausse. Non. Ça, il n'y en a pas. Alors, explose, c'est peut-être un peu trop fort, mais où ça va à peu près bien? Il y a une diminution partout. D'accord. Alors, il y a des endroits où c'est plus marqué, bien évidemment. Même à Dijon. Alors qu'on a un maire, Rebsamen, qui est plutôt... Toutes les statistiques que nous avons montrent un recul. D'accord. Donc on peut après regarder ville par ville si vous voulez, mais il y a même des villes dans lesquelles il y a tellement peu d'offres que les prix ont flambé en neuf. On va en parler des prix. Donc si vous voulez, aujourd'hui notre sujet est de faire comprendre à la population l'acceptabilité de l'acte de construire. La population continue à être croissante et il manque 1 million de logements à peu près en France. Tout le monde est d'accord sur ce chiffre. Et on estime que le point mort, c'est à peu près 400 000. Et l'idée serait de construire 500 000 logements par an pour, sur 10 ans, résorber ce point mort. Aujourd'hui, cette année, on se rend. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne construit plus. On a une niche de logement, mais c'était pas directement, ça peut-être été mal interprété, ces propos qui disaient on ne va pas fait plus de maison individuelle. Mais alors, du coup, on fait quoi? On construit plus de logement collectif? Elle n'a pas dit ça, elle a dit qu'il fallait se poser vraiment la question. Est-ce que c'était pas un modèle du passé? Je ne vais pas rentrer dans cette polémique, mais aujourd'hui, vous n'avez aucun espoir à court terme? Si, nous, on s'attend à une prise de conscience de la population. À un moment, quand on ne pourra plus se loger soi-même ou ses enfants, ça va réagir. Le problème, c'est que pour nous, le temps est long. Obtenir un permis de construire, c'est de plus en plus long. Le texte dit, au bout de 2 mois, si vous n'avez pas de réponse, le permis est tacite. La moyenne, c'est entre 12 et 15 mois pour obtenir un permis de construire. Justement, quand on voit le mandat d'un maire, un mandat de 6 ans, par exemple. Bon, prenez un mandat de 6 ans. Si je vous écoute, vous me dites, allez, une année avant les élections, comme par hasard, il n'y a plus de grue. On stoppe un peu les constructions parce qu'effectivement, on en a beaucoup moins. Voilà, on en a moins. Oui, c'est vrai. Et puis après, on a une nouvelle mandature qui arrive et le mec, il arrive, il prend ses repères, il regarde et il attend peut-être encore 1 an. Donc ça veut dire que votre fenêtre de tir, elle dure 3-4 ans et vous êtes sur une temporalité dans laquelle vous devez d'abord faire le permis, purger les recours, ensuite entamer le chantier. C'est des processus qui sont longs. Donc en fait... Mais cette temporalité, je vous coupe, excusez-moi, mais cette temporalité est même plus longue que ça. Il y a une période qui n'existe pas en droit, que nous on appelle une période entre guillemets de préinstruction. C'est-à-dire qu'avant qu'on dépose le permis de construire, tout le monde a l'impression que l'acte premier, pour nous, c'est un dépôt de permis de construire. Mais bien sûr que non. On doit, avant de déposer le permis de construire, parce que nous sommes des gens courtois et c'est la coutume, aller voir les services d'urbanisme de la ville ou le maire si la ville est plus petite pour lui expliquer notre projet. Mais cette période-là, aujourd'hui, alors qu'il y a quelques années, c'était une période en temps négligeable, aujourd'hui, elle prend 6, 7, 8 mois. Du coup, l'impact, peut-être par les prix. Justement, on va entrer dans le vif du sujet, parce qu'effectivement, on a tendance à parler beaucoup des grandes métropoles, et souvent on dit, bon, effectivement, les promoteurs sont orientés uniquement sur les 14 ou 15 grandes métropoles. On va entrer. Moi, ce que je voudrais avoir comme réponse de votre part, c'est l'impact sur la pénurie, justement, là, en termes de prix. Est-ce qu'il y a un effet ciseau, Pascal Boulanger? Est-ce que le fait qu'il y ait moins de neufs construits, mécaniquement, ça augmente les prix de l'ancien,
Et du coup, ça oblige une population aussi, parfois même, à s'éloigner des cœurs. Et même de les ville. prix du neuf. Et même, quand on vend plus cher aujourd'hui, il faut s'attendre à ce que vous vendiez plus cher vos logements. Est-ce que vous auriez des exemples de villes, justement, où on voit clairement ce mécanisme d'une flambée à la hausse, même, y compris sur le neuf? Alors moi, je vais vous parler du neuf, parce que c'est comme... Je suis là pour parler des risques de hausse à venir. Non, mais il y a des villes, déjà, où les prix, sur un an, ont flambé. Alors j'ai des exemples qui sont chiffrés, là, sous les yeux. Au Mans, par exemple, c'est pas une très grande métropole, mais plus 27,7 sur un an. Et ça, on arrive à combien au mètre carré? J'ai pas tous les prix au mètre carré, mais on est à 27,7. Plus 27,7. Le prix moyen du mètre carré en France d'appartement neuf, c'est 4 560. Voilà. Mais ça, c'est le prix moyen français. D'accord. Et au Mans, on ne sait pas combien c'est? Ça va être un petit peu en dessous de la moyenne. 27,7, d'accord. Vous voyez, Caen, plus 14,6. Laval, plus 12,9. Et on peut continuer comme ça. Tout augmente, toutes ces villes, toutes ces grandes villes? J'ai pas beaucoup de villes en négatif. Dans mon tableau, j'ai une cinquantaine de villes, j'en ai 2 en négatif. Vous voyez, j'ai... Clermont-Ferrand Métropole, moins 0,2%, donc ça veut rien dire, c'est stable. C'est marginal. Et j'ai Le Havre, moins 3,9%. Voilà. Tout le reste est en positif. Tout le reste sur une cinquantaine de noms. Et vous l'expliquez par la rareté. Oui. Bah voilà. Et attendez, on est donc ça va continuer. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, on vend sur des prix qu'on a établis il y a 2 ou 3 ans. Il faut bien comprendre que nous, on travaille avec un délai de 2 ou 3 ans. Qu'est-ce qui se passe? C'est aujourd'hui qu'on est en train de toucher le fond. Il y a un autre chiffre qui est très très intéressant. Nous, les promoteurs, nous sommes très heureux quand nous avons 12 mois de stock à la vente. Je m'explique. Un promoteur qui vend 1000 logements par an aime bien avoir 1000 logements à la vente. C'est simple. Donc 12 mois. Quand c'est plus, on se dit, tiens, on est un petit peu en suroffre. Et aujourd'hui, c'est beaucoup moins. Ah ben aujourd'hui, je vais vous donner le chiffre, c'est aux alentours de 7,6 mois. Donc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire d'abord que c'est un chiffre qu'on n'a jamais connu. On est très très rarement descendu en dessous de 9 ou 10. Là, 7,5, 7,6, c'est... Non, mais ça veut dire qu'il y a des villes dans lesquelles les prix vont flamber. Il y a même des promoteurs qui m'ont dit, des promoteurs nationaux, je ne donnerai pas de nom si vous me permettez, mais qui ont dit, voilà, on a 15 agences en France, par exemple. Il y en a 3 ou 4 qu'on risque de fermer par défaut d'offre. Donc habiter le neuf, aujourd'hui, ça va devenir un luxe? Vraiment? Enfin, je veux dire, si ça continue. Mais c'est ça le danger. Mais s'il n'y a pas une décision politique, c'est ce qui risque de se produire. Mais le danger, c'est celui-là. C'est pour ça que nous, on attire l'attention. Attention, mesdames et messieurs les élus, maires, remettez-vous à reprendre des stylos pour signer les permis de construire, parce que ça va devenir des prix complètement dingues. En plus, on n'a pas parlé des nouvelles normes. Oui, en plus, et de la flambée des matériaux. Mais en plus, nous, tous les maires ne sont pas anti-permis de construire. Donc il y a des villes dans lesquelles on sait que les maires, des métropoles dans lesquelles on sait que les maires vont quand même être, pas forcément bâtisseurs, mais pas freineurs. Et donc tout le monde se replie là-dessus. Et qu'est-ce qui se passe? Ça fait une flambée des prix parce que notre matière première à nous, c'est le terrain, c'est le foncier. Et donc si on est 15 à vouloir acheter un foncier, le foncier monte. Donc la meilleure façon de lutter contre cette hausse des prix, c'est de libérer des fonciers. Ça peut être fait par la fiscalité, on y travaille, mais aujourd'hui, ce n'est pas le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est qu'au moins les élus respectent les PLU qu'ils ont eux-mêmes votés. Ce n'est pas nous, les promoteurs, qui faisons les PLU, ce sont bien les élus. Et quand on arrive devant eux avec notre dossier dans la fameuse période de préinstruction, pour leur dire voilà ce qu'on envisage, ils ont à peine regardé le dossier. Oh là, dans le meilleur des cas... Donc un vrai problème politique selon vous aujourd'hui. Oui, parce que dans le meilleur des cas, c'est trop dense, et dans le pire des cas, c'est sur cet endroit-là, je ne vais rien. De toute façon, effectivement, ça peut être que politique. Il faut être très clair, ça peut être que politique. Je vais vous donner un cas, et vous me l'avez dit en antenne tout à l'heure, et c'est très juste. Sur le PLU, sur le plan d'urbanisme, il y a des plans d'urbanisme qui ne sont pas exploités à 100%. Non, la moyenne en France, c'est 65%. C'est une hérésie. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez la possibilité de construire sur un PLU normal, et on vous répond, déposez votre dossier, on va l'instruire, mais on ne vous le donnera pas. Là où vous pouvez faire un R+5, on vous dira, vous ne ferez pas un R+5, vous ferez un R+3. C'est exactement ça. Donc c'est discrétionnaire. On voit bien que c'est discrétionnaire. Pour vous, ça serait quoi la solution, justement? Ça serait justement de continuer à limiter les permis de construire, mais à construire plus haut? Alors, je vais compléter, si tu veux bien, Guillaume, ta question. Dans le rapport Epsamen, il y a 13 mesures. Ouais. Oui, c'est vrai, on n'en a pas parlé. Qui ont été mis en place. On a eu la chance d'ailleurs de faire une première à l'hôtel de ville de Dijon. Dans ces sur les 13 mesures, il y en a 2 qui ont été retenues. Vous avez vu, et 2 qui ont été retenues et qui ont été annoncées à l'USH par Jean Castex, le Premier ministre. Notamment sur le fait que ce soit les préfectures
qui prennent le relais avec un contrat avec les villes et les métropoles, voire même jusqu'à financer une partie de l'opération. Ou les intercos, sinon c'est pas les intercos. Ou les EPCI. Les EPCI. Est-ce que c'est un signal que vous trouvez favorable? Oui, c'est un signal que l'on trouve favorable. En fait, on va enlever le pouvoir au maire. Pouvoir au maire. D'ailleurs, c'était, je crois, une mesure du candidat Macron à l'époque. Je sais pas, on l'a oublié. On revient à ça. On enlève le pouvoir au maire. Alors, c'est un sujet sur lequel la FPI a beaucoup travaillé et réfléchi. Au départ, on trouve cette idée plutôt bonne. Je vais apporter plusieurs bémols, si vous me permettez. Un, vous retirez le pouvoir de permis de construire au maire. Moi, j'ai des maires qui m'ont dit, tant mieux, comme ça, c'est nous-mêmes qui organiserons les associations pour faire des recours. J'ai entendu plusieurs fois. Le maire dit, moi, si j'en veux pas et qu'on m'impose dans ma commune ce projet, je me débrouillerai d'une façon ou d'une autre pour qu'une association puisse attaquer le projet. On marche un peu sur la tête. Ouais. Deuxièmement, l'État, depuis la nuit des temps, l'État est bâtisseur. Donc le préfet, ce qui représente l'État. Ouais. Aujourd'hui, on a un État qui est un peu ambigu sur le sujet. On a d'un côté un État, Madame Wargon, ministre du Logement, qui pousse à l'acte de construire. Moi, je la vois régulièrement, et là-dessus, on est totalement en phase. Et puis, on sent un État aussi qui veut faire le ZAN, qui veut mettre des normes, qui veut faire un référentiel qualité, qui sont quand même des freins à l'acte de construire. Donc, avec ces deux bémols, je dis, retirer le pouvoir de permis de construire au maire peut être dangereux, alors qu'à un moment, on l'a plaidé. Non, mais faut être très clair. Aujourd'hui, je suis plus modéré sur cette idée, pour les deux raisons que je viens d'expliquer. Un, des maires m'ont dit tant mieux, c'est moi qui ferai les recours. Et deux, est-ce qu'on a vraiment un État bâtisseur? Moi, je pense que le vrai sujet, c'est un sujet qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus profond et qui prendra beaucoup plus de temps. C'est faire admettre par la population que l'acte de construire est nécessaire, utile et noble. Aujourd'hui, ce sont les gens qui sont bien logés, souvent, qui font pression sur les maires, qui disent, mais moi, en fait, je dis souvent, ce sont les gens bien logés qui refusent aux générations à venir le même confort qu'ils ont eu eux-mêmes. C'est ça qui est plus admissible. Alors justement. Et donc les maires sont coincés parce que ils ont eu. Le maire est élu avec un mandat, ce qu'on appelle des fois le mandat impératif. S'il dit, écoutez, si moi je suis le nouveau maire, il y aura moins d'actes de construire, il doit le respecter. C'est normal, c'est son mandat. Oui, mais comment il fait pour accueillir une population nouvelle? On parlait du PLU. Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'on a des rapports démographiques, et on l'a bien vu avec l'accélération. J'appelle pas ça l'exode urbain, mais on a observé quand même, et Guillaume, on a fait suffisamment d'émissions là-dessus pour observer des mouvements de population des grandes agglomérations vers des villes qui malheureusement n'ont pas les infrastructures pour accueillir cette nouvelle population. On a même des villes qui avaient un rapport démographique négatif et qui se retrouvent avec un rapport démographique positif. Et les maires nous disent, si je ne construis pas, c'est parce qu'en fait, au niveau des équipements de la ville, je ne suis pas capable, avec les écoles, les routes, d'absorber une population nouvelle. En fait, vous êtes pris en étau quand on est promoteur. Oui, parce qu'il y a deux sujets. Il y a ce que je vous disais, effectivement, sur l'acceptabilité de l'acte de construire par lui-même, et ensuite, tous les inconvénients que peut avoir un maire à essayer de développer sa ville. Vous le disent, ça. Bien sûr qu'ils nous disent. D'abord, ça fait des problèmes pendant qu'il y a un chantier. Des soucis, les camions qui arrivent aux horaires des écoles, etc. Bon, ça, c'est un souci de 15 mois, c'est pas très grave. Ouais. Et après, l'argent, ils n'ont pas toujours les moyens d'agrandir les écoles, d'agrandir les crèches, les cantines, on m'a enlevé la taxe d'habitation, on m'enlève les dotations, etc. Alors justement, si vous permettez, on fait souvent des micro-trottoirs dans cette émission pour poser et prendre le pouls un peu des Français. On a fait un micro-trottoir justement avec Guillaume. On est allé voir dans la rue, on a posé une question à des Franciliens. Guillaume, c'était quoi la question que vous l'avez posée? Une question un peu annexe, mais qui est liée à tout ce qu'on vient de dire aussi. Ça peut se recouper. On a interrogé des gens qui ne sont pas propriétaires. On leur a demandé si vous aviez à acheter aujourd'hui. Vous avez envie d'acheter pour vous ou d'acheter pour louer? Un investissement. On va les écouter. Si vous investissiez dans l'immobilier, ce serait d'abord pour habiter ou plutôt pour louer? Si j'achetais un bien, ce ne serait pas pour le louer, car je n'imagine pas du tout avoir des intrus dans ma maison, dans mon appartement. Bref, ce serait un truc pour moi en plus. Si je voulais investir dans l'immobilier à titre personnel, je ferais en premier lieu une habitation pour moi, pour habiter, en prévision de la retraite. Et dans un deuxième temps, compte
tant que les taux restent à ce niveau-là, envisager d'emprunter pour faire un deuxième investissement locatif. Si je devais investir, ça serait plutôt pour y habiter, pour être sûr d'avoir un truc à moi, de pouvoir le transmettre à mes enfants. Si je devais investir dans l'immobilier, donc moi je ferais le choix d'investir pour faire de la sous-location. Aujourd'hui, moi j'habite à Marseille, je pense que l'immobilier est intéressant pour faire un peu de rendement locatif. Sachant que je suis déjà propriétaire de ma résidence principale, donc c'est pour ça que si je devais investir demain dans l'immobilier, ça serait plutôt comme un outil de placement. Si je dois investir dans l'immobilier, ce serait pour y habiter moi-même, pour rentabiliser, éviter d'envoyer balader un loyer par les fenêtres. Bon, c'est intéressant, ça vous inspire quelque chose? Non, oui, non, c'est à peu près nos statistiques. Ah, dans le neuf, c'est ça, 50-50. Les 50-50, achat et entre, locatif. Oui. Alors ça dépend des années, des fois c'est 48-52, mais l'ordre de grandeur au niveau national, avec des disparités par région. Par exemple, en région Bourgogne, vous avez plus de 80% d'habitation principale. Un peu pareil dans la région des Hauts-de-France. Un investisseur, pardon, c'est l'inverse. Investisseur, excusez-moi, oui, c'est l'inverse. 80% en investisseurs, un peu comme dans la région des Hauts-de-France. Les investisseurs achètent sur leur terroir, même dans un but locatif. Et les propriétaires occupants cherchent plutôt la maison ancienne dans ces deux régions-là. Sinon, en France, c'est 50-50. Et on parlera de l'investissement locatif. Absolument, on va parler d'investissement locatif, on va parler des prix. Vous restez avec nous, Pascal Boulanger. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de passer par notre plateau. On va se retrouver tout à l'heure pour la deuxième partie donc, de cet entretien. Et dans un instant, la séquence que vous adorez, les amis, ça vous concerne, partie 1, c'est tout de suite. Le grand rendez-vous de l'immobilier revient dans un instant. Vous et moi, on se connaît bien. On se voit tous les jours. Vous pouvez trouver que j'ai du charme, que je suis un peu démodé ou trop isolé. Je suis capable de faire rêver comme d'empêcher de dormir. Mais même quand je ne suis pas là, on parle de moi. Et s'il arrive que l'on me quitte, c'est toujours bon de me retrouver. De m'avoir, tout simplement. Je suis l'ancien, l'actuel, le prochain. Je suis le bien, celui que vous voulez acheter, vendre, louer ou faire gérer. Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien. Harold se sent bien ici. Il y a une bonne boulangerie. C'est bien ici. Il est à 5 minutes de l'école, 20 minutes de son travail. C'est bien ici. Et il adore nager. C'est bien ici. C'est sur bienici.com qu'Harold a eu son coup de cœur. Et c'est bien ici. Pour une recherche immobilière innovante, par vie de quartier et temps de trajet. Bienici.com, la meilleure façon de trouver son futur logement. Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne. Eh bien, rebonjour les amis, cette émission, elle est pensée pour vous, elle est même conçue spécialement pour vous, c'est notre 4e saison. Et parmi les séquences que vous aimez, que vous attendez chaque mois de façon fébrile, on retrouve l'ami Vincent, Vincent Favreau, et les experts pour ça vous concernent. Comment ça va, Vincent? Ça va très bien, les cheveux poussent, il fait froid, tout va bien, quoi, hein, c'est vrai. Hein. Vous l'avez remarqué. Hein. On a remarqué. Vous savez, c'est la fourrure d'hiver, vous savez. Ça tient chaud. Avec nous pour débuter ce Ça vous concerne, c'est notre expert avocat Manuel Raison. Bonjour Manuel. Bonjour. Bienvenue. Des questions pour vous, des auditeurs du Grand Rendez-vous de l'Immobilier posées sur le groupe Facebook Le Club des Proprios. Première question d'Étienne de Versailles. Étienne est victime d'un dégât des eaux de son voisin du dessus qui ne lui laisse pas l'accès à son logement. Qu'est-ce qu'il peut faire notre auditeur Étienne pour régler ça? Ça, c'est super chiant. Ça m'est arrivé une fois. Le mec qui n'ouvre jamais sa porte. Le gars nous fait la porte. Ouais, oui, moi, j'avais un voisin au-dessus qui avait une terrasse, qui avait un problème de ruissellement. Et il ne nous laissait pas y aller, quoi. Non, on a plein de dossiers comme ça, c'est assez hallucinant. C'est-à-dire que effectivement, ils ne laissent pas accéder à leur logement alors que l'eau coule par le plafond et que vous êtes en dessous. Et on n'y a pas accès, quoi. Et on n'y a pas accès, et c'est une propriété privée, donc on n'a pas le droit sans autorisation. Parce que il faut détecter la fuite. Alors exactement. Oui. Donc le premier réflexe pour répondre à votre auditeur, c'est effectivement d'abord avertir le syndic, parce qu'il y a deux types de parties qui sont touchées, les parties privatives de chez effectivement votre auditeur, mais également les parties communes, puisque l'eau passe de toute façon par une partie commune qui est le plancher en l'occurrence. Alors on peut examiner effectivement à chaque fois le règlement de copro pour bien déterminer les parties qui sont touchées, mais en général on a deux parties concernées, le syndicat des copropriétaires et effectivement le copropriétaire victime à titre privé effectivement qui voit dans son appartement des détériorations
détérioration. Donc aujourd'hui, la première chose, c'est effectivement que le plombier puisse faire une recherche de fuite, puisse identifier l'origine de la fuite, ce qui n'est pas facile lorsque effectivement on n'a pas accès, mais au moins puisse présager déjà dans un premier temps en disant il semble effectivement que ça vient de cet appartement. Donc aujourd'hui, il ne laisse pas accès. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut obtenir, puisqu'il s'agit d'un lieu privé, une autorisation judiciaire. C'est obligatoire, évidemment. On ne peut pas rentrer comme ça en disant il y a de l'eau qui coule chez moi, donc je casse la porte, je rentre. Non, il faut aller devant le juge. Alors, on a des procédures qui sont des procédures spéciales. Non, justement, on a une procédure qui est quand même adaptée, idoine, qui est l'assignation référée d'heure à heure. Donc cette assignation, effectivement, cette procédure qui nécessite cette urgence, enfin qui est vraiment dans le cas d'une urgence telle que celle de votre auditeur, elle nécessite de rédiger une requête. Donc l'avocat doit rédiger une requête auprès du juge pour être autorisé à utiliser cette procédure très rapide, référée d'heure à heure. Et ensuite, faire un projet d'ordonnance qui est signé, effectivement, le cas échéant, par le magistrat et qui, en général, donne un délai pour que le procès soit jugé d'ici 5 jours. Voilà, donc c'est quand même une procédure qui est très rapide. Et pour obtenir et avoir toutes les chances d'obtenir cette requête, cette autorisation qui est donc exceptionnelle, il faut démontrer et donner un certain nombre d'éléments. Donc ça peut être effectivement le rapport de visite du plombier mandaté qui dit j'ai essayé de venir, j'ai pas pu, mais j'ai l'impression effectivement tout porte à croire que ça vient de ce lot-là. Un constat d'huissier qui démontre que l'eau coule et qu'effectivement le sinistre perdure. La mise en demeure de l'avocat, les courriers du syndic qui ont tenté de prendre attache. Voilà. Évidemment, éventuellement, l'attestation de la gardienne qui dit, s'il y en a une, qu'il ne veut pas laisser rentrer, qu'il habite bien là. Voilà, il faut montrer effectivement, et l'éventuelle réponse du voisin qui, des fois, dans certains dossiers, où effectivement, on a un voisin qui nous écrit non, je ne rentrerai pas chez moi, point barre. Donc, tout ça nous permet effectivement de démontrer au magistrat qu'il est nécessaire d'obtenir quoi? D'obtenir l'ordonnance que effectivement le copropriétaire soit condamné à laisser libre accès à son logement, première chose, et que dans l'hypothèse où encore une fois malgré le jugement il refuse, voilà, par exemple, on a effectivement là dans l'ordonnance l'autorisation d'être accompagné d'un huissier, l'autorisation d'être accompagné d'un serrurier et de la force publique et qui casse la porte, tout à fait, qui casse la porte. Alors il y a deux procédures avec force publique ou sans force publique, il y a deux alinéas possibles, deux possibilités, mais en tout cas la possibilité donnée par le juge de casser la porte dans l'hypothèse où malgré la signification de l'ordonnance, on ne peut pas rentrer, et de faire les travaux d'urgence nécessaires. Donc voilà, effectivement... question, juste, ça arrive qu'on casse la porte? Ah oui, moi ça m'arrive régulièrement. Ils doivent pas moi casser la porte, mais d'obtenir des décisions pour... Dès que je suis un peu énervé. Non mais les mecs... non mais tu sais quoi? C'est ça qu'il faut dire à l'auditeur. Si vous avez besoin de quelqu'un pour casser la porte, appelez Manuel Raison. Manuel a une présence apaisante. Alors justement, non mais justement, il doit être furieux le mec quand on lui casse la porte, quoi. En même temps, on peut dire il a un peu cherché. C'est vraiment des trucs qu'on comprend pas. C'est-à-dire qu'on lui montre, des fois j'ai des dossiers où on montre, regardez la vidéo, on n'est pas là pour vous embêter, il y a une chute du Niagara dans l'appartement du dessous, et on a juste besoin de réparer, effectivement de couper l'origine du sinistre. Non, vous ne rentrerez pas chez moi. C'est clair. Oui, parce qu'en soi, ça lui coûtera rien. Mais rien. Parce que de toute façon, ça sera pris en charge. Non. Mais bien sûr. C'est les joies de la copropriété aussi. Ouais. Allez, une deuxième question, Manuel Raison. Élodie, elle habite une maison mitoyenne et partage une cour avec son voisin. Ce dernier a installé une caméra dans la cour commune afin de surveiller les allées et venues de chacun. De quel recours... Vous la connaissez, non, Élodie? De quel recours dispose notre auditrice pour faire enlever cette caméra qui indispose fortement, puisqu'elle ne peut plus rentrer chez elle tranquillement sans se dire épier? Ouais, c'est une cour commune. Oui, donc visiblement, on est quand même dans une cour commune, donc on est en copropriété. Donc, qui dit copropriété, dit déjà un premier volet qui est assemblée générale. Donc, assemblée générale, on doit effectivement soumettre l'installation de ces caméras à une assemblée générale de copropriété, qui est à la majorité d'ailleurs des voix de tous les copropriétaires. Même si on est deux. Tout à fait, bien sûr. Parce que là, ils sont deux. Même si on est deux, c'est une copropriété pour autant. Mais c'est une copropriété de sol, hein. Oui, là, c'est une cour commune, donc on peut avoir une copropriété horizontale. Voilà, c'est ça. Deux maisons mitoyennes. Une copropriété de sol, ça change rien. C'est une copropriété, on a une cour commune, donc il faut effectivement... il y a sûrement un règlement de copro normalement. En tout cas, il faut une autorisation d'assemblée générale. Article 25, donc majorité de tous les copropriétaires. Mais s'il n'y en a que deux, dans l'hypothèse, un qui est d'accord, l'autre qui n'est pas d'accord, c'est 50-50. C'est effectivement, c'est la problématique. Et donc là, il y a des jeux effectivement de réduction de voix dans ces cas-là. Mais la problématique, parce que là c'est un peu spécifique parce qu'ils sont deux, mais sinon on a des jeux de réduction
question de voix. Mais surtout, ce qui est important, c'est de dire que c'est cette majorité, mais c'est l'unanimité qui est requise, effectivement, dans l'hypothèse où on a une atteinte à la jouissance, aux modalités de jouissance de parties privatives. C'est-à-dire que dans l'hypothèse où on filme effectivement, ça peut être considéré comme une atteinte aux jouissances privatives, là c'est l'unanimité qui est requise, donc c'est encore plus compliqué. Ça c'est la partie copropriété, Assemblée Générale. Ensuite, on a la partie CNIL et préfecture éventuellement. Donc c'est une simple... Alors d'abord, les caméras ne peuvent pas filmer les portes des appartements, les appartements, les balcons, les terrasses ou toute autre partie privative. Mais elles peuvent filmer effectivement une partie commune, comme cette cour, si c'est limité à la cour d'Élodie, éventuellement, encore une fois, sous réserve déjà d'une part de l'autorisation de l'Assemblée Générale, et si le système de vidéosurveillance est installé dans un lieu exclusivement privé, ce qui est possible, donc s'il y a une simple déclaration à la CNIL peut suffire en plus de l'autorisation de l'Assemblée Générale. Attention, parce que si dans le champ on voit une partie de voie publique, dans ce cas-là, ce n'est pas une simple déclaration préalable à la CNIL, mais il faut effectivement une autorisation de la préfecture, en plus. Et également dans l'hypothèse où ça peut être une partie commune qui est accessible à tous, ou par exemple on a le cas avec des locaux commerciaux qui sont des parties effectivement qui peuvent être communes mais avec un accès au public. À partir du moment où il y a un accès au public, on redevient effectivement dans la catégorie demande d'autorisation à la préfecture obligatoire. Alors quand on est en copropriété, attention, le syndicat des copropriétaires doit déterminer les personnes compétentes à visualiser les images. Ça, c'est une première chose. Le système dans l'hypothèse où il est amené, parce qu'on peut avoir des employés d'immeubles, des gardiens, dans ce cas-là, ils doivent être absolument avertis, soit à l'embauche, soit dans l'hypothèse où le système est installé en cours de contrat de travail, eh bien, un avenant doit être effectivement signé pour que l'employé soit bien informé de l'installation. Deuxième point. La durée de conservation des images, elle ne peut pas dépasser 1 mois. Ça, c'est effectivement important. Donc voilà un cadre qui est très important et qui doit être respecté. Donc la réponse à Élodie, c'est elle doit recueillir, enfin l'autre copropriétaire aurait dû recueillir bien évidemment son avis. 2, elle peut demander le retrait, bien évidemment, et la dépose de ce système de vidéosurveillance. On lui propose évidemment d'abord une démarche amiable, et dans l'hypothèse où il y aurait un refus, elle peut saisir le juge des référés, bien sûr. Un dernier volet, qui est le volet pénal, constitue aussi une infraction pénale que de filmer quelqu'un à son insu, en tout cas sans son accord. Et là, c'est une infraction qui est punie de 45 000 € d'amende, voire jusqu'à 1 an de prison. Oui. Donc c'est effectivement atteinte à la vie privée, bien sûr, bien évidemment. Voilà pour la réponse de Manuel Raison, notre avocat, à Élodie et Étienne. Merci beaucoup, Manuel, d'avoir été avec nous. On retrouve votre cabinet sur raison-avocat.fr, avocat au pluriel, voilà. Raison-avocat.fr. Et on pose bien sûr toujours vos questions sur le club des proprios, pas gérés par nos amis de Capital. Et d'ailleurs, j'ai appris récemment, on va vous faire un petit peu de pub quand même, que vous avez lancé une nouvelle verticale média. Sur un site d'information sur la copropriété. Le site, je crois, n'est pas encore en ligne, mais il va l'être incessamment sous peu. Ça s'appelle BDMC, bien dans ma copro, où vous allez effectivement justement propager des idées positives sur la façon d'aborder la copropriété. On vous souhaite de très belles choses avec cette nouvelle verticale. Merci l'ami Vincent. On se retrouve tout à l'heure et vous allez laisser votre place d'ailleurs à notre ami David Benbassa. Le grand rendez-vous de l'immobilier, l'édito de David Benbassa. Eh bien, David Benbassa, le directeur général de Bien Ici, est avec nous d'ailleurs depuis le 33 numéro. David, bonjour. Directeur général de Bien Ici. Ce mois-ci, David, on s'intéresse à ce phénomène galopant, la digitalisation de la promotion immobilière. Bonjour Sylvain, bonjour Guillaume. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler de la digitalisation de la promotion immobilière. Alors, on sort du salon Rent édition 2021, qui est finalement le rendez-vous incontournable des professionnels de l'immobilier, on le voit bien. Et ça nous a permis de dresser un panorama des dernières innovations pour l'immobilier neuf. Et on se rend compte d'une chose, c'est qu'effectivement, la digitalisation a désormais conquis toutes les étapes de la vente du neuf, donc de la recherche de terrain jusqu'à la commercialisation en passant par la communication. L'idée, c'est que je vous fasse un petit focus sur chacune de ces étapes.
Alors on commence par la recherche de terrain et la validation du projet. Effectivement, aujourd'hui, la place est faite au logiciel collaboratif pour identifier les terrains disponibles à la vente sur un secteur donné et vérifier l'adéquation finalement entre le projet immobilier et le PLU, le fameux plan local d'urbanisme en termes de surface de plancher, de hauteur de bâtiment et d'ombre portée. C'est un véritable outil qui aide les équipes de promoteurs et d'architectes finalement à matérialiser le projet architectural et son impact dans son environnement, mais aussi d'échanger efficacement entre les différentes parties prenantes, la mairie, le comité d'engagement du promoteur, les futurs habitants du quartier. Bref, c'est vraiment un outil d'association d'idées. La deuxième étape, à laquelle on va passer après avoir trouvé le terrain, c'est la commercialisation. Là, la réalité virtuelle est toujours aussi présente et c'est vraiment généralisé cette année. Les textures et les détails des bâtiments sont de plus en plus précis et permettent une immersion beaucoup plus importante auprès du bâtiment. Ça ressemble finalement vraiment à des jeux vidéo et on peut y avoir accès partout chez soi. Il n'y a même plus la peine finalement de voir tout ça dans les bureaux de vente. C'est assez impressionnant. Alors ça remplace petit à petit, là je parle des maquettes en 3D, en 3 dimensions virtuelles, ça remplace finalement petit à petit les maquettes physiques. Elles sont plus précises et elles permettent de zoomer sur le bâtiment pour voir les détails. Et si maintenant on passe à l'intérieur des bâtiments, c'est la même chose finalement pour les maquettes digitales intérieures. On a maintenant de nombreuses fonctionnalités qui permettent de modifier la couleur des murs, de changer les matériaux. Bref, c'est une vraie avancée. Tout ça accélère la prise de décision pour acheter un logement neuf. C'est plus simple, c'est plus rapide pour les acheteurs et les particuliers de manière générale. La commercialisation, on passe maintenant à la digitalisation du process de vente. Ça, ce sont vraiment des éléments qui ont marqué une vraie différence ces dernières années et la crise sanitaire est passée par là. Ce sont des solutions qui existent pour faire gagner du temps dans toute la partie administrative de la vente. Alors, on connaît certaines choses comme l'édition quasi automatique maintenant des contrats de réservation, la sécurisation de l'ensemble des documents nécessaires à la vente, la signature électronique, maintenant des planificateurs de rendez-vous pour chaque étape du projet, la signature, la visite du chantier, mais également la remise des clés. Ça permet de ponctuer les étapes du projet immobilier et évidemment le pilotage des appels de fonds. Tout ça facilite l'organisation du quotidien entre les promoteurs et les acquéreurs. Ça fonctionne très bien. À ce stade de la chronique, vous m'en voudrez pas, mais je vais être obligé de parler un petit peu de la solution Elixir, plateforme de vente en ligne qui a été lancée en partenariat Orent, j'en parlais, entre Bien Ici et l'agence de communication Oswald. Finalement, on va un petit peu plus loin ou un peu plus avant. On part de la recherche immobilière et on va s'intéresser au parcours de vente digital de l'achat immobilier neuf. Donc de la recherche jusqu'à la signature et au dépôt de garantie. Finalement, Elixir, c'est tout simplement un site e-commerce qui a mis à la disposition des promoteurs et qui propose une immersion totale sur le programme immobilier, son environnement et qui permet d'aller jusqu'à la signature en ligne. Voilà un bel exemple de digitalisation immobilière. Alors, ça y est, on a acheté le bien. Il y a d'autres secteurs innovants en pleine expansion. Ce sont les configurateurs et gestionnaires de travaux modificatifs acquéreurs, les fameux TMA. Tout le monde a horreur de ça. Ça se passe dans l'immobilier neuf. Et là, finalement, on se retrouve comme dans l'industrie automobile. Ce sont des vrais jeux vidéo, j'en parlais encore. Les configurateurs ont plein d'avantages. Ils permettent une dimension effectivement interactive qui rend plus concrète la prise de décision. Ça permet de chiffrer ses choix, ça veut dire savoir combien vont nous coûter ces modifications et arbitrer s'il y a des compromis à faire, bien évidemment. La transmission des informations entre acquéreurs, promoteurs est beaucoup plus simple et en même temps, ça permet de faire gagner du temps à tout le monde dans les allers-retours entre clients et promoteurs. Donc, on a vu de la digitalisation de la prospection, dans la conception, dans la commercialisation du bien, mais ce n'est pas tout. On finira par l'innovation finalement qui s'invite maintenant dans le produit fini, entre guillemets, c'est-à-dire dans le vrai programme immobilier. Et on peut commencer par les halls d'entrée d'immeubles. Ça, c'est un vrai mouvement maintenant depuis quelques années. Beaucoup d'idées émergent maintenant pour moderniser ces parties communes. Alors forcément, on connaît l'écran d'accueil des immeubles, le panneau qui remplace le panneau d'information. Ça permet au syndic de donner de l'information. Ça permet aux copropriétaires de se faire passer des services. Ça permet d'avoir la météo, des infos locales. Ça permet peut-être aussi de faire de la publicité pour les commerçants locaux et de faire gagner un peu d'argent à la copropriété. Ce ne sont que des exemples. La deuxième chose, c'est la boîte à colis connectés. Ça, évidemment, on va servir l'essor de la vente à distance.
Ce sont des casiers avec des codes de retrait dans lesquels la poste ou le livreur va pouvoir poser le colis et on va venir le récupérer. Et enfin, la dernière chose, un peu dans la même idée, c'est la gestion des ouvertures de portes à distance. Tout ça permet également de généraliser mieux le flux de visiteurs extérieurs. Donc ça peut être une aide à domicile, mais ça peut être un voisin qui vient donner à manger au chat. On a plein d'idées dans ce sujet. Vous l'aurez compris, l'avenir de l'immobilier neuf passera forcément par de l'innovation et de la digitalisation. Le grand rendez-vous de l'immobilier, Focus, marché de l'IMO, par David Benbassa. Toujours avec vous, mon cher David, on part sur les routes de France, direction les professionnels sur les territoires. On va la refaire. Le grand rendez-vous de l'immobilier, Focus, marché de l'IMO, par David Benbassa. Eh bien, vous êtes toujours avec nous, mon cher David. On va partir avec vous sur les routes de France, voir les professionnels qui sont ancrés dans le territoire. C'est l'heure du focus. Pour cette séquence, je me suis rapproché du promoteur Capelli et de monsieur Philippe Zilberstein, qui est chargé de mission auprès de la direction générale. Bonjour Philippe, et tout de suite je vais vous poser une première question qui est liée effectivement à la digitalisation immobilière. C'est quelle est la dernière innovation digitale mise en place chez Capelli et qui a fait évoluer vos façons de travailler ? L'événement majeur sur le digital et l'immobilier, c'est surtout une obligation pour nous promoteurs de devoir accélérer les sujets sur lesquels nous travaillons et notamment prioritairement comment signer un contrat de réservation à distance en électronique. Donc ce confinement nous a permis d'accélérer ce processus et pour répondre aux attentes de nos clients et bien entendu de continuer notre activité commerciale. Donc ce qui a été important et ce qui quelque part a été un point positif. Et une deuxième question, quelles seront pour vous les prochaines étapes de digitalisation de l'immobilier neuf chez Capelli ? Concernant le digital au sens large, digital et l'immobilier au sens large, de la même manière, ça nous a permis aussi de créer de nouveaux documents, notamment la digitalisation de plans, notamment les maquettes en 3 dimensions, et aussi de pouvoir communiquer de façon plus directe avec nos clients et nos prospects. Après tout, peu importe l'heure et le jour, et nos clients dans leur canapé, de pouvoir prendre contact avec nous. Donc, grâce, je dirais, à tout ce qui est à ces évolutions digitales, nous promoteurs et particulièrement le groupe Capelli avons pu continuer notre activité et de ce fait en tirer des bénéfices clients. Merci Philippe. Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne. Merci d'être avec nous toujours dans ce numéro de novembre sous la grisaille, mais on va vous réchauffer le cœur. Grâce à l'ami Vincent, on a un super agent immobilier sur le plateau. Là. Oui, c'est Yann Cahill qui est avec nous. Faites pas cette tête, c'est vrai. Bonjour Yann. Non, bonjour. Bienvenue. Dans le 17e, si on veut acheter dans le 17e. Batignolles Immobilier, c'est la bonne adresse. C'est l'adresse de notre agent immobilier Yann Cahill. Une première question pour vous du groupe Facebook, le Club des Proprios. Cyril, il est à la retraite, il cherche une location. Il se demande s'il est normal qu'une agence immobilière exige de gagner 3 fois le loyer pour une personne seule et à la retraite, là c'est son cas. Et puis il précise qu'il dispose d'une épargne de côté suffisante pour payer des années de loyer s'il veut. Est-ce que c'est normal ? Alors, la question sur la normalité, elle est pointue, mais en fait, c'est pas que ça soit normal, c'est que c'est d'usage que les agents immobiliers demandent ça. Maintenant, il n'y a rien de légal. C'est-à-dire que c'est une pratique d'ailleurs qui est souvent opérée par les assureurs. Les assureurs de garantie un loyer impayé, pour pouvoir garantir le paiement en cas d'impayé, demandent 3 fois. Ça vient de là, en fait, historiquement. Et c'est pour ça que ça s'est extrapolé ensuite à l'agent immobilier standard, moyen. Dans ses procédures, quoi. Et oui, ça devient un réflexe. Pour s'assurer l'assurance. Et ça vient aussi d'autres choses qu'on connaît très bien, c'est le banquier. Rappelons-nous que le banquier veut 33% d'endettement. Tiens, 33 x 3, on est sur un ratio d'endettement. Si c'est pas légal, je pourrais m'y opposer en tant que locataire. Mais enfin, après, si vous n'êtes pas sélectionné... c'est des règles, c'est synalagmatique. Les règles, on les accepte ou on ne les accepte pas. Voilà, c'est une pratique... Un loyer à 1 000 €, le mec, il faut qu'il ait 3 000 € de revenus nets. Enfin, encore une fois, c'est du bon sens, il y a du discernement. C'est le marché, quoi. Mais le retraité, il n'a pas d'avantage, il n'a pas de régime de faveur. Pas particulièrement, non, parce qu'en fait, la question derrière tout ça, c'est le bailleur, il veut s'assurer du bon paiement du loyer. C'est que ça.
Yann Cahill, tous les bails de location sont assortis d'une garantie de loyer impayé? Non, pas du tout. Heureusement. C'est un choix. C'est un choix de la part du bailleur ou une exigence. Mais en effet, parfois, il y a très souvent des cautions. Il y a même maintenant des sociétés qui se portent garant, aussi bien privées que publiques, pour pouvoir garantir le loyer en cas d'impayé. Au fait, rappelons-nous que c'est en cas d'impayé. Puisqu'on en arrive maintenant à exiger ça avant même qu'il y ait un impayé. Mais ça, c'est mal. Si jamais j'ai pas 3 fois le loyer, par exemple, imaginons, et que je veux absolument l'appartement, est-ce que je peux avoir, on me demande un garant, une société de garantie, est-ce qu'elle va pas demander aussi la même chose? Elle va demander les documents justifiant de revenus permettant de payer en cas d'impayé au garant. Donc là, il va y avoir des ratios du même principe, minimum, puisqu'au fait, si le garant lui-même paye un loyer, il va falloir donc en payer 2 en cas d'impayé. Et si j'ai pas de garant, est-ce qu'il y a des sociétés qui... Alors, il y a des sociétés qui existent, effectivement, qui fonctionnent très bien, parfois start-up même. Ouais, il y a Visal, il y a Cautioneo... et puis il y a des privés comme GuarantMe, comme Uncle, qui fonctionnent... Comment ça... Est-ce qu'eux exigent eux-mêmes? Alors, eux... Ils ont un fonctionnement, il faudra plus leur demander, mais ce que j'en ai compris, c'est qu'ils s'assurent du bon paiement en cas d'impayé par des garanties bancaires, par de l'épargne. Enfin, ils ont des solutions que... Intéressant l'épargne, parce que notre auditrice, elle dit, moi j'ai peut-être pas 3 fois le loyer, mais j'ai de l'épargne. Alors ça peut pas rentrer en jeu, ça? Et ces gens-là sont rentrés sur le marché justement pour l'agent immobilier. Au fait, c'est pas l'agent immobilier qui demande. Très souvent, l'agent immobilier, il fait ce que le bailleur demande. Alors parfois, avec des excès de zèle, ça arrive, mais c'est souvent le commanditaire, c'est quand même le bailleur. Oui, mais ces sociétés-là prennent en compte l'épargne, ce qui n'est pas le cas d'une garantie de loyer impayé. Classique. Intéressant, hein? Intéressant. Ça se creuse. Une autre question qu'on va creuser ensemble. Catherine, sur le groupe Facebook aussi, le Club des Proprios. Catherine s'apprête à acheter une maison à un particulier. Les diagnostics n'ont visiblement pas encore été effectués par le vendeur. Elle se demande si elle peut faire une offre d'achat au prix pour réserver la maison, tout en fixant une réserve suspensive en fonction des résultats des diagnostics, et notamment du DPE. Il y a une petite affaire à démêler. Et surtout avec le nouveau DPE revu et corrigé depuis le 1er novembre. Qui devient opposable notamment. Alors, en tant qu'agent immobilier, j'ai toujours envie de dissocier les choses. C'est-à-dire qu'elle veut acheter une maison au prix pour la bloquer et on parle du DPE. Donc, quelle est la question qu'on veut traiter? Si c'est le DPE, la plus classique, rappelons-nous que DPE et diagnostic de manière générale, c'est un document d'information. Il n'y a aucune obligation de travaux derrière, alors sauf le DPE où ça se discute en ce moment, mais il n'y a aucune obligation, c'est avant tout de l'information. Donc il est nécessaire d'avoir cette information pour pouvoir s'engager dans la signature d'un compromis. Maintenant, si elle veut bloquer, ça n'a rien à voir avec le DPE. Ce qu'elle dit, en gros, c'est si le DPE demain, par exemple, le DPE ou qui a des termites dans la maison, je ne veux pas payer le même prix. Ou alors, c'est notamment le DPE, parce que le DPE, on connaît la valeur verte qui commence à dessiner. Si elle découvre que son logement a une mauvaise étiquette énergétique, elle se dit merde, est-ce que je peux négocier? Messieurs, je vous invite à interviewer les notaires sur leur avis sur le sujet du DPE. Pour vivre quotidiennement ou hebdomadairement des signatures, les notaires accordent une crédibilité relative. Et je n'ai pas dit négative, j'ai dit relative au DPE. On sait que de plus en plus, il va y avoir... Oui, mais relative dans le passé, maintenant, avec les nouvelles règles. Voilà. Mais d'un point de vue légal, donc déjà, son vendeur devrait ou non... Dans tous les cas, même l'agent doit faire le DPE avant l'annonce. D'accord. Pour l'annonce. Ensuite, évidemment qu'on ne peut pas s'engager dans une signature si on n'a pas fourni tous les éléments, dont le DPE. Oui. Voilà. Par contre, la chose un peu biaisée, c'est qu'elle veut bloquer la vente au prix pour le temps de... Donc, c'est pas comme ça que ça fonctionne normalement. Une offre d'achat au si prix, on veut faire une belle opération... Est-ce qu'elle pourrait négocier un truc à la fin si vraiment... Alors, il paraît que c'est une passoire thermique. Bon, évidemment, je grossis les traits. Bah oui, c'est ça. Non, elle pourrait, non. Permettez-moi encore de vous suggérer d'interviewer un diagnostiqueur qui se casse la tête en ce moment pour calculer les DPE. Et qui d'ailleurs a, pour répondre à la question, a une responsabilité dans le résultat, à tel point qu'il est dit que s'il y avait une différence de résultat, c'est lui qui prend en charge les travaux d'isolation nécessaires. Donc je peux vous dire que les diagnostiqueurs, qu'est-ce qu'ils font? Ce qu'elle a à faire, Catherine, c'est de dire je ne signe rien, vous me faites les diagnostics et après... Les choses normalement. Voilà. Bah oui, c'est logique. Bien sûr. Voilà pour votre réponse. Catherine. Voilà Catherine. Voilà pour Cyril aussi. Merci beaucoup, Yann Cahill. Vous revenez quand vous voulez. Et puis surtout, on vous retrouve sur batignolles-immobilier.com, votre agence à Paris. Si on veut à l'habiter. Vous savez pas, il n'y a pas un bon plan dans le 17e en ce moment là. Des bons plans, mais à Paris, monsieur. J'essaye. J'ai un peu de réseau maintenant, j'essaye. Si, c'est vrai que ça commence à venir là. Bon, c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Yann, on vous retrouve bientôt, bien évidemment. Et bientôt d'ailleurs aussi avec notre ami Vincent pour une autre séquence.
de Ça vous concerne, que vous adorez, les amis. On enchaîne. Le grand rendez-vous de l'immobilier revient dans un instant. Vous et moi, on se connaît bien. On se voit tous les jours. Vous pouvez trouver que j'ai du charme, que je suis un peu démodé ou trop isolé. Je suis capable de faire rêver comme d'empêcher de dormir. Mais même quand je ne suis pas là, on parle de moi. Et s'il arrive que l'on me quitte, c'est toujours bon de me retrouver. De m'avoir, tout simplement. Je suis l'ancien, l'actuel, le prochain. Je suis le bien, celui que vous voulez acheter, vendre, louer ou faire gérer. Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien. Harold se sent bien ici. Il y a une bonne boulangerie. C'est bien ici. Il est à 5 minutes de l'école, 20 minutes de son travail. C'est bien ici. Et il adore nager. C'est bien ici. C'est sur bienici.com qu'Harold a eu son coup de cœur. Eh, c'est bien ici. Pour une recherche immobilière innovante, par vite quartier et temps de trajet. Bienici.com, la meilleure façon de trouver son futur logement. Le grand rendez-vous de l'immobilier, le grand témoin. Salut à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Vous êtes toujours avec nous pour notre grand rendez-vous de l'immobilier. C'est presque l'hiver, effectivement. Alors donc, on va vous donner quand même de quoi vous réchauffer. En tout cas, on va essayer. C'est la deuxième partie de notre interview avec notre grand invité du jour, le président de la Fédération des promoteurs immobiliers, Pascal Boulanger. Merci toujours d'être avec nous. Et aujourd'hui, on va parler de Pinel, mon cher Guillaume. Oui, le Pinel qui va évoluer. Le dispositif d'investissement locatif Pinel, donc qui est un avantage fiscal lié à ceux qui investissent dans le neuf, va évoluer. Pour louer. Pour louer. 2023 ou 2024 2023, fin 2023, il change, je crois. 1er janvier 2023. D'accord. Alors, seuls les logements qui respectent certains critères de confort, dont vous allez peut-être nous détailler un petit peu, et environnementaux, seront éligibles dorénavant pour avoir le maximum de réduction d'impôts. Ça vous paraît judicieux? D'abord, quels sont-ils ces critères et est-ce qu'ils vous paraissent judicieux? Alors, pour préciser, c'est un peu plus précis que ça. Allez-y. Il va y avoir, pendant l'année 2023 et 2024, 2 Pinel en activité ou en parallèle. Oui, forcément, alors, il y a les... Alors, lesquels? Il y aura le Pinel sans exigence, qui sera diminué en termes de pourcentage de défiscalisation. Et il y aura un Pinel qui gardera les mêmes montants de défiscalisation qu'on appelle le Pinel Plus, parce qu'il demandera, en fait, c'est le Pinel plus exigeant pour nous. Et en quoi il sera plus exigeant en termes de... Je vais revenir. Ouais, allez-y. Et il y aura le Pinel inchangé dans ce qu'on appelle les QPV, les quartiers prioritaires des villes. Là, vous ne serez pas obligé d'avoir les critères du Pinel Plus pour conserver les avantages maximum. Les logements, même s'ils ne correspondent pas aux critères du Pinel Plus, pourront avoir le Pinel aux avantages maximum. Je suis clair? Vous êtes clair. Bon, et ça, c'est dans les quartiers prioritaires de ville. Il y en a grosso modo 1500 en France, à peu près. Alors, quels seront ces critères de confort, ces fameux qui semblent être vouloir retenus par le gouvernement pour justifier en 2023 du taux d'impôt maximal, de la réduction d'impôt maximale hors quartier prioritaire? D'abord, sachez que nous, la FPI, on a essayé de limiter un petit peu aussi les critères, parce qu'on a aussi, nous, comme connaissance, que les critères sont aussi les critères voulus par les clients. Et j'ai toujours dit, attention, le mieux risque d'être l'ennemi du bien. C'est-à-dire qu'à un moment, on était parti sur des critères tellement exigeants que j'ai l'impression, l'intime conviction plutôt, qu'on aurait décroché une partie du marché. C'est quand même pas le but du jeu. Déjà qu'on en a parlé tout à l'heure, c'est pas bon. Déjà qu'on est déjà un petit peu limite au point de vue solvabilité de la clientèle. Nous, on cherche à faire des logements abordables, des logements qui se vendent, c'est évident. Donc il y a des critères de taille, il y a des critères d'orientation et des critères d'espace extérieur. Alors, les critères de taille, c'est pas compliqué. Ça démarre à 28 mètres carrés pour un T1 et ça monte de 17 mètres carrés par pièce supplémentaire. Donc 28 pour un T1, 45 pour un T2, 62 pour un T3, 79 pour un T4 et 96 pour un T5. Donc ça, en 2023, ce sera les surfaces qu'il faudra avoir pour avoir une réduction d'impôt maximale, c'est-à-dire 21% sur 12 ans. Sur 12 ans, c'est ça? C'est exactement ça. Voilà. C'était 21, 18 et 12. Sinon, j'aurais pas ça, j'aurais pas 21% sur 12 ans. Sinon, vous aurez 17,5, 15 et 10,5 selon les années si vous prenez sur 12, 9 ou 6 ans. Ah oui, 10,5, 15% et 17,5% en 2023, puis 9, 12 et 14% en 2024.
D'accord. C'est exactement ça. Ouais. Donc c'est pas trop contraignant ces critères de confort, de surface. Il faut mais le danger. Sachez qu'ils avaient demandé aussi d'autres critères, des critères de hauteur de plafond à 2,70 m. Ça, il n'y en aura pas. Non, il n'y en aura pas. Donc le deuxième critère... C'était pas réaliste. Non, c'était pas très réaliste. Non. Le deuxième critère était un critère de double orientation à partir du T3. Ouf. Mais double orientation ne veut pas forcément dire appartement traversant. C'est-à-dire que si vous êtes sur un angle, vous pouvez être l'appartement avec une façade, par exemple, sud, et un autre côté ouest. Vous n'êtes pas obligé d'être totalement traversant. Ah ouais. Non, mais nous, on a insisté parce que techniquement, ce n'était pas facile à faire sinon. Sinon, vous auriez eu des appartements, vous auriez eu que deux appartements par cage d'escalier, et ça aurait multiplié, on aurait perdu une place folle, et ça aurait multiplié les ascenseurs, les GAN, etc. Alors, il faut loger tout le monde, où il faut densifier, voilà, donc c'est un non-sens. Donc, tous les T3 devront avoir double façade à partir du T3, pas une baie vitrée, mais oui, sauf qu'au départ c'était traversant comme l'a rappelé Pascal Boulanger, et maintenant vous avez ça c'est une victoire quelque part négociée. Alors une victoire, je sais pas, c'est une aide à la compréhension. On leur a dit attention, si vous faites ça, regardez techniquement ce que ça peut donner. En même temps, il y en a beaucoup des T3. Et surtout la perte de place. Oui. C'est une grande partie du marché. D'accord. Ok. C'est une grosse partie du marché le T3 anti-Pinel. Ah oui. Oh d'accord. C'est important de le répéter. Vous avez un fils d'ailleurs, on le salue. Oui. Le T3, vous êtes la configuration moyenne du besoin du T3. C'est quoi? C'est 2 chambres. C'est 2 chambres. Voilà. En fait, en investissement locatif, la très grande partie du marché, c'était T3, T2. C'était 3, T2. Le studio est un peu trop petit et à partir du T4, ça ne va pas. Mais surtout dans les ils font 80-85% du marché de l'investissement locatif. Donc c'est important de rappeler que ces T3 vont être... Il y a une deuxième mesure qui va s'appliquer à ces T3, c'est cette double... Alors justement, Pascal Boulanger, dans les grandes métropoles, il y a une forte demande. Les T3, c'est vraiment le compromis entre le studio et les grands appartements. Alors le studio est un produit qui se vend moins. Aujourd'hui, vraiment, quand on regarde en investissement locatif, on est vraiment dans le T2 et le T3. D'accord. Vraiment. Donc 2 critères pour le T3, donc la superficie et cette double double orientation. Il y en a d'autres comme ça? Oui, tous devront avoir un espace extérieur. C'est un balcon. Balcon, terrasse, Tous les logements... Oui. Et alors nous on a regardé... Mais à partir du T3 aussi ou... Non, normalement dans ce qu'on a vu... Tout ce qui est locatif devra avoir un balcon. Pour avoir les avantages fiscaux maximum. On est d'accord. Nous on a regardé, on produit environ 93% de nos logements ont déjà un espace extérieur. Quand il n'y a pas, c'est que vraiment techniquement on n'y arrive pas. Donc bon, c'est un critère intéressant. Celui-là, on sait pas... Nous on a vraiment insisté sur... Il y avait des choses, d'abord, sur lesquelles on n'était pas d'accord, c'était la hauteur de plafond, parce qu'on risquait tout de suite de perdre un étage dans l'acte de construire. Si on monte, on perd des étages. Il y avait aussi, ils voulaient à un moment les cuisines fermées, et nous, on dit, attendez, laissez... C'est pas à l'État de décréter si vous êtes mieux dans une cuisine fermée ou une cuisine ouverte. Nous, on voit bien dans nos bureaux de vente. Oui, ça devenait compliqué, là. Non, mais attendez, à chaque fois qu'on fait des cuisines fermées, les gens disent... C'est la punchline d'aujourd'hui. Mais oui, mais c'est intéressant. Non, mais c'est pas à l'État de décréter ça. On leur a dit, attendez... Quand on fait des cuisines fermées, les gens disent, on voit bien que c'est pas vous qui vivez dans la cuisine, il faut une cuisine ouverte. Il y a plus d'histoires de handicap... si, les normes handicapées, bien sûr, mais ça, c'est acquis pour tous les logements. Mais ça, c'est pas venu en plus. Et Pascal Boulanger, juste pour que nous comprenions, est-ce que vous aviez été consulté en amont? Oui. D'accord. C'est vous qui avez dit, attendez... Oubliez le... D'accord, ils sont venus avec des idées et vous les avez... un peu adoucis. Oui. Alors, il y avait des idées, je vous dis, sur lesquelles nous, on était... À quoi d'autre on a échappé comme ça par la cuisine, un peu pourrie, là C'était surtout ça, quand même. C'était les hauteurs de plafond sur lesquelles nous, on a dit, attendez, là, non. Les cuisines, plus par côté, respecter la clientèle, quoi. Mais il y aura l'obligation d'avoir un parking aussi? Non, ça, c'est pas... c'est pas dans les critères, mais de toute façon, c'est souvent dans les PLU, mais c'est pas dans les critères du Pinel. D'accord. Et alors, justement, en parlant de hauteur, du coup, la hauteur, c'est... Ça reste la hauteur classique à 2,50. À 2,50, d'accord. Ok. Alors, on va avancer. Alors, justement, on a parlé, vous savez, des réductions d'impôts, 17,5%, 15%, 17,5% en 2023, puis 9, puis 12, 14 en 2024. Est-ce que des réductions selon les durées d'engagement? Et pour les logements qui ne répondent pas justement à ces critères de confort. Pour le reste du parc, c'est ce que j'ai bien pris le soin de dire. Des taux qui, selon vous, est-ce qu'ils... Les fameux QPV. Absolument. Est-ce que c'est suffisant, pour être très clair, pour maintenir l'attrait des investisseurs sur ce type de marché? Le reste du parc. Écoutez, ma réponse de président de FPI aurait tendance à dire non, on préfère toujours avoir plus. D'un autre côté, il faut aussi être dans une logique. Nous, ce qu'on voulait, c'était déjà que l'État comprenne qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à l'investissement immobilier
grâce à la fiscalité attrayante. Parce que je le rappelle, je peux me permettre de vous couper, mais je fais le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure. Vous avez d'un côté les prix du neuf qui bondissent, et des réductions d'impôts qui vont être amenées à baisser pour une partie du parc. Donc c'est ça, cette équation qu'il faut se dire, est-ce que j'ai intérêt à investir dans l'immobilier En fait, on a presque l'impression que l'État devient schizophrène. C'est-à-dire que on comprend la nécessité d'un grand débat public. D'ailleurs, il y a les présidentielles qui arrivent. Je pense que vous allez solliciter les candidats à la présidentielle pour un vrai débat sur le logement. Nous, d'ailleurs, on est tout à fait d'accord que la politique de logement soit au cœur du débat actuel. On n'a pas encore eu les gilets jaunes du logement, mais ça pourrait ne pas tarder. Justement, on a du mal à comprendre. L'État, ils veulent que les prix de l'ancien augmentent et finalement qu'il n'y ait que des riches dans les villes et que les classes moyennes finalement sont reléguées en quelque sorte sur des 4e et des 5e couronnes. On a du mal à comprendre. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Moi, je pense que, tout à l'heure, vous avez parlé d'un État schizophrène. Je ne me permettrai pas d'avoir les mêmes propos, mais je ne suis pas très loin de cette pensée-là. Il y a un ministère du Logement qui a vraiment l'envie de produire du logement et qui comprend qu'il manque des logements et qu'il va falloir, pour que la population puisse se loger, construire. C'est tout bête. On a au-dessus un ministère de la transition écologique qui dit mais il y a des logements vacants un peu partout en France, on n'a pas besoin de construire. Dont dépend le ministère du Logement d'ailleurs. Faut rappeler qu'Emmanuel est dépendant de Barbara Pompili. Emmanuel Vargon était un ministre délégué sous Barbara Pompili. Oui. Et vous avez Bercy qui considère toujours le logement ou les avantages fiscaux Pinel comme une niche fiscale. Donc on a un État qui est un peu, je ne vais pas employer le mot schizophrène, mais un peu ambigu. D'un côté, on dit mais allez-y, allez-y, et de l'autre côté, que ce soit Bercy ou la transition écologique, on sent un frein. Et c'est la première fois qu'on ressent ça, parce que l'État, je le disais tout à l'heure en préambule, l'État a toujours été bâtisseur. Et là, on sent un État bâtisseur d'un côté et freineur de l'autre côté. Alors on est à l'approche de la présidentielle, juste pour peut-être tout terminer, ce serait quoi vos propositions justement, tant pour lancer l'investissement locatif que pour lancer la construction dans son ensemble, pour débloquer la construction pour vos collègues corps intermédiaires. La FNAIM a publié un rapport justement sur des normes qu'elle souhaite voir appliquées. L'UNIS a sorti un manifeste. Vos amis de Pluriance, effectivement, avec lesquels on fait des tribunes, sollicitent les candidats à la présidentielle. C'est quoi les grandes mesures, Pascal Boulanger, au titre de l'AFPI, que vous souhaitez faire appliquer ? Vous aimeriez faire la mesure je vous l'ai dit tout à l'heure. Moi, mon sujet aujourd'hui en tant que président de la fédération, c'est vraiment, messieurs les élus, messieurs les maires, reprenez vos stylos et signez les permis de construire. Parce que tout le reste, on peut en parler, mais si on n'a pas de permis de construire, tout le reste n'existera pas. Donc moi, mon vrai sujet aujourd'hui, c'est la matière première pour les promoteurs, c'est quand même un terrain avec un permis. Et donc si, bien sûr qu'on est en train de préparer aussi, et je suis en train de monter un think tank pour aider à réfléchir, mais mon sujet est plus important que des petites mesures, il est totalement sur une réflexion globale. Pourquoi la population bien logée ne veut pas que les autres soient bien logés, ou tout au moins en face de chez eux. Et le dispositif d'investissement locatif, comme il est pensé, comme on en a parlé, pour vous, c'est pas le... ça va comme ça, ça marchera. Si on arrive à débloquer par une construction... J'ai envie de vous dire que on est un peu fatigué aussi quelquefois de ces dispositifs quand on entend dire mais oui, mais vous bénéficiez d'avantages fiscaux, etc. Il y a aussi une solution qui est prônée, qui est pas forcément mon sujet, mais qui est prônée par certains de chez nous en disant écoutez, voilà, le logement est un produit de première nécessité, on ne donne plus aucun avantage fiscal, et on met une TVA à 5,5 ou à 10 et on n'en parle plus. Ce n'est pas forcément un sujet majoritaire chez nous, mais j'entends quelquefois. Et là, au moins, ça ferait taire tout le monde, parce que c'est vrai que ça devient complexe. On est aussi les seuls, quand vous constituez un patrimoine, mais bien sûr. Vous êtes taxé à l'IFI, c'est aussi un frein. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faudrait... Le débat sur ce que vous dites est très juste, Pascal Boulanger, parce que le débat sur la propriété, c'est un vrai débat actuel. Et le BRS, c'est l'ouverture à un droit à l'anglo-saxonne qui peut-être ouvre des choses. Il y avait déjà du démembrement de propriété qui pouvait se faire, mais cette question, elle est réellement posée. On a organisé un reportage, parce que voilà, le temps file et on va devoir bientôt se quitter. Un reportage, Guillaume, que vous avez réalisé. On parlait d'investissement, on parle de placement dans l'immobilier, mais pas du Pinel, du crowdfunding immobilier. C'est très en vogue. Voilà, on va faire un petit point. Et ensuite, on aura votre réaction. On l'écoute. Depuis près de 2 ans, les lancements de programmes neufs marquent un sérieux coup d'arrêt partout en France. Quelle est l'incidence de ce ralentissement sur les opérations de crowdfunding immobilier ? Alors rappelons déjà ce qu'est le crowdfunding immobilier. Le crowdfunding immobilier, c'est un placement qui permet à des particuliers de prêter
une partie des fonds nécessaires à un promoteur immobilier, un professionnel de l'immobilier, pour lui permettre de lancer la construction de son programme. L'avantage du crowdfunding immobilier, c'est de prêter sur une courte durée, en moyenne 2 ans, et à partir de 1 000 €, pour un rendement historique qui tourne autour de 9% par an. Alors quel impact ? Je vais vous dire que sur la croissance du marché, assez peu d'impact, puisque le crowdfunding immobilier reste un marché de niche. En revanche, vous avez un double impact, je dirais, de l'évolution du contexte des promoteurs immobiliers. Le premier, c'est un allongement de la durée d'investissement pour les investisseurs, qui est proposé sur les plateformes. Quand en 2017, la durée moyenne d'engagement tournait autour de 18 mois, sur une promotion immobilière, vous êtes aujourd'hui plutôt situé entre 25 et 27 mois. Et le deuxième impact, c'est un rééquilibrage dans la typologie des opérations entre les opérations de promotion immobilière, c'est-à-dire d'immobilier neuf, et les opérations de marchand de biens, c'est-à-dire où là, un opérateur réhabilite un actif qui est déjà construit. Quelle différence y a-t-il entre investir dans une opération de promotion immobilière ou une opération de marchand de biens ? Alors, en tant qu'investisseur, en termes de risque financier, je dirais que vous prenez le même risque. C'est-à-dire, concrètement, vous allez prêter en moyenne à 9% par an à un promoteur ou un marchand de biens. Et le coût du risque financier, finalement, est le même, que vous prêtiez à l'un ou à l'autre. En revanche, en termes opérationnels, c'est-à-dire concrets, lorsque vous allez prêter à un promoteur ou un marchand de biens, vous allez prendre le risque opérationnel attaché à ces opérations est différent. Sur une opération de promotion immobilière, le bâti n'existe pas. Donc le risque de construction est plus lourd qu'une opération de marchand de biens où le bâtiment existe déjà, où il va être simplement réhabilité. De même, dans une opération de promotion immobilière, le risque commercial est moins important, puisque au moment où vous allez prêter au promoteur, il a commencé à vendre sur plan environ 50% de l'opération, alors qu'un marchand de biens ne va vendre en réalité qu'une fois que le bâtiment sera totalement rénové. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que vous intervenez donc au moment où les deux types d'opérations sont lancés, c'est-à-dire où le promoteur achète le terrain et construit, et où le marchand de biens achète le bâti et rénove. Et in fine, c'est le risque, c'est la durée de fin de commercialisation des deux programmes qui fera que vous pourrez éventuellement avoir un risque, moins de perte en capital que de retard à l'échéance de remboursement. D'une manière générale, quels conseils donnez-vous aux particuliers qui sont tentés par ce type de placement ? Je donnerai 3 types de conseils, du plus simple au plus complexe. Le plus simple, c'est bien sûr d'investir sur une plateforme qui est régulée par l'autorité des marchés financiers. Le crowdfunding immobilier est régi aujourd'hui par le statut de conseiller en investissement participatif ou de prestataire de services d'investissement, PSI. Le deuxième conseil, c'est de diversifier. Ne mettez pas vos œufs dans le même panier. Donc vous avez une enveloppe de 10 000 €. Investissez plutôt 10 fois 1 000 € qu'une fois 10 000 €. Diversifiez entre 2-3 opérations à raison de 2 à 3 plateformes. Et puis le troisième conseil, c'est de porter une attention particulière sur les indicateurs de performance publiés par les plateformes de crowdfunding. Là, j'en aurai 2 sous-conseils. Le premier, c'est de vérifier que ces indicateurs sont régulièrement mis à jour, c'est-à-dire au moins une fois par mois. Et puis le deuxième, c'est un calcul un petit peu mathématique, c'est de comparer l'ensemble des montants qui ont été remboursés par la plateforme, accessibles sur ces indicateurs de performance, et de les diviser par l'ensemble des montants collectés jusqu'au 31 décembre de l'année N-1. C'est-à-dire concrètement, là on est au mois de novembre 2021, vous voulez vérifier la solidité du portefeuille d'une plateforme, vous calculez l'ensemble des montants qu'elle a remboursés jusqu'à ce jour et vous les divisez par l'ensemble des montants qu'elle a collectés jusqu'au 31 décembre 2020. Et si cette plateforme, et si ce ratio représente au moins un tiers, 33%, vous considérez qu'elle bénéficie d'un portefeuille solide. Alors, les amis, non mais franchement, je me mets à votre place. J'ai pas tout compris. Je le dis. Mais il était super pédago quand même sur le reste de la démonstration. Par contre, ce que j'ai retenu, c'est 9%. Ouais. Oui. 9, c'est le maximum. 9%, donc attention, du risque quand même. Ouais, on voit entre 7 et 9. Mais ce qu'il n'a pas dit aussi, c'est que souvent, il y a des frais d'entrée qui sont entre 3,5 et 5% du... Mais est-ce que les promoteurs utilisent... Oui, pas mal. Pas mal parce que d'abord, ce sont des réponses rapides. Ouais. Vous questionnez la société de crowdfunding, vous avez la réponse assez souvent positive d'ailleurs, très rapidement.
Quand je dis rapidement, c'est de l'ordre de 8, 10, 15 jours. Mais que je comprenne bien, Pascal Boulanger, les banques habituelles, il y a des grandes banques, Arkea Bank, qui est la banque des promoteurs, des très belles banques, elles prêtent. Elles prêtent moins cher. Oui, mais il y a une subtilité. Les banques nous demandent de plus en plus de fonds propres. Et aujourd'hui, le crowdfunding peut être considéré comme du fonds propre. Que je comprenne bien, je crois qu'il faut avoir 30% de fonds propres pour booker une opération. C'est bien ça? Non, beaucoup moins. Moins. Alors ça dépend des promoteurs, ça dépend des endroits, mais on est entre 5-6% et 10-12%. Si vous retenez une moyenne à 10%, c'est à peu près ça. Ça veut dire que les crowdfunders, en quelque part, font le joint de ces fonds propres? Alors, vous avez plusieurs solutions. Il y a des promoteurs qui ont suffisamment de fonds propres. Mais plus vous allez en croissance, et ça a été très bien dit dans le petit reportage, c'est que les opérations sont de plus en plus longues. Donc vous avez beaucoup plus de mal à récupérer rapidement vos fonds propres. Donc à un moment, vous vous asphyxiez un petit peu en disant tiens, ma nouvelle opération, je devais récupérer les fonds propres de telle opération. Et comme elle n'est pas finie parce que c'est plus long, parce que l'acte de construire est plus long, les autorisations, etc., je n'ai pas les fonds propres. Et la banque vous dit mais moi, je vous demande 10% de fonds propres sur celle-là. Alors vous avez plusieurs solutions. Soit vous ouvrez votre capital et là, vous distribuez des marges. D'accord, capital, vous distribuez les résultats, soit vous allez au crowdfunding. Et si vous arrivez à sortir des opérations assez rapidement, le crowdfunding pour nous reste plus rentable que ouvrir le capital. Par rapport à la durée. Mais oui, bien sûr. Voilà. Tant que les banques considèrent ça comme du fonds propre. Si un jour les banques disent « mais nous on considère aussi que c'est un prêt et que c'est pas du fonds propre », mais oui, le crowdfunding a un bel avenir en France. Il est un peu cher. Servira les promoteurs comme les quand vous empruntez, vous achetez... vous cédez des créances, c'est une forme d'obligation, d'obligation sous sein privé, dans une espèce de mesure. Merci beaucoup, Pascal Boulanger. Moi, j'ai appris plein de trucs sur la promotion immobilière. J'espère que vous aussi, les amis. Mais si vous avez une question, vous pouvez poser la question à Pascal Boulanger et à l'ensemble de ses équipes sur le site de la FPI, www.fpifranceattaché.fr, et on va mettre l'URL sur le podcast et sur l'émission. C'est un plaisir de vous voir, Pascal Boulanger. Également. J'espère qu'on aura l'occasion de vous donner la parole. En tout cas, ne changez rien. À suivre le point de l'ANIL, l'Agence nationale d'information pour le logement, avec notre amie Roselyne Conan. C'est tout de suite. Le grand rendez-vous de l'immobilier, le point juridique de l'ANIL, l'Agence nationale pour l'information sur le logement. Rebonjour les amis, eh bien c'est la séquence de l'Agence nationale pour l'information sur le logement qu'on appelle l'ANIL. C'est une nouvelle rubrique qu'on a proposée pour cette saison, bien évidemment avec un point précis et complet sur un sujet juridique qui est représenté par Roselyne Conan. Bonjour Roselyne. Bonjour messieurs. Comment ça va? Parfaitement bien. Ça nous fait très plaisir de vous avoir sur le plateau. Vous venez nous voir tous les mois. Vous êtes directrice générale de l'ANIL. Et ce mois-ci, on parle de quoi, Guillaume? Eh bien, ma chère Roselyne, vous allez nous parler de la réforme du diagnostic performance énergétique, DPE, qui est, on va le rappeler, devenu indispensable lorsqu'on vend ou on loue un bien. Alors, peut-être que vous avez... revu et corrigé, bien sûr. Alors, on va en et parler. Qui change éternellement. On va en parler du revu et corrigé. Beaucoup d'encre, quand même. Alors, vous avez sûrement à l'esprit les derniers épisodes de suspension de l'édition des DPE pour les logements construits avant 1975, du fait de une anomalie qui a été détectée dans les premières semaines de mise en œuvre, donc ça a été suspendu. Mais je vous rassure, moi je vais vous parler aujourd'hui, alors très rapidement parce qu'on ne va pas rentrer trop dans la technique, mais c'est vrai que cette problématique elle a été corrigée. Justement, donc par un texte, c'est un arrêté qui a été publié il y a quelques jours, qui justement vient mettre un terme effectivement à ces problématiques d'édition de DPE de logements construits avant 1975. Donc ça, c'est ce qu'on garde à l'esprit. Mais comme vous m'en parliez, effectivement, depuis le 1er juillet, le DPE s'est fait... une nouvelle formule, je dirais, un petit lifting. Donc, ce qu'il faut retenir finalement, après ce petit épisode qui finalement est terminé, puisque le texte a prévu une période de transitoire, mais là on en est sorti, on édite des nouveaux DPE. Alors, le document, il est plus fiable, c'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur des caractéristiques vraiment physiques du logement, le bâti, la qualité de l'isolation, les fenêtres, etc., ce qu'on ne faisait pas forcément avant. Et puis, les 5 usages sont pris en compte pour déterminer le classement, le chauffage, l'eau chaude, le refroidissement, l'éclairage, etc. Et puis, ce qui est important, c'est qu'il est opposable.
Ça veut dire, comme vous l'expliquez bien, hein, il est utilisé à la fois quand on vend et quand on loue. Donc ça veut dire que s'il y avait une erreur dans l'établissement du diagnostic, on pourrait engager la responsabilité contractuelle du vendeur ou du bailleur qui lui-même se retournerait contre le diagnostiqueur. Donc ça, c'est pas rien. Et c'est en ça aussi où il a une plus forte, je dirais, intensité dans ce qu'il va proposer comme information au locataire ou à l'acheteur. Et puis, comme on le disait aussi, hein, il prend les enjeux climatiques également, puisque ce n'est pas que la performance énergétique sur la base de la consommation d'énergie primaire, mais également, on va prendre aussi les consommations de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est pas inutile. Et donc, il a un nouveau design. Je ne sais pas si vous avez vu les nouveaux DPE. Donc, il est plus facile à lire. Alors, il est plus facile à lire, mais surtout, on l'a doté d'un outil réellement coercitif, si on peut dire les choses comme ça. Alors, ce qui est important, c'est que... il a plus de pouvoir, j'allais dire, dans sa forme. Donc, c'est ce que je vous parlais, c'est de l'opposabilité. Oui, et après, c'est donc ne serait-ce que... Et puis, il y a des échéances à venir. Ouais. Et c'est ça, c'est ce calendrier. Et moi, je pense aux bailleurs. Hein, parce que... Mais ça va être une galère pour les bailleurs. De toute façon, déjà le parc locatif doit être revu puisque les lettres F et G vont être interdites à la loc, je crois c'est 2025-2028, jusqu'à 2024, effectivement, comme vous l'avez indiqué, mais ça va devenir, ça représente une partie du... Ils ne seront pas prêts, les bailleurs. Qu'est-ce qui va se passer, en fait? Je rembobine juste un petit peu dans l'histoire pour vous rafraîchir la mémoire. Alors, au 1er janvier 2018, on a un premier texte qui est venu nous dire... On modifie les critères de décence et on intègre la notion de performance énergétique minimale pour tout logement. Hein. Et on a un texte d'application qui est venu nous dire qu'est-ce que c'est qu'une performance minimale? C'est qu'il doit être étanche à l'air et qu'il doit bénéficier d'une aération suffisante. Donc autant vous dire que donc, le critère n'était pas très, très, très fort. Et la deuxième étape, c'est devant nous, hein, 1er janvier 2023. Le bailleur est tenu donc de remettre au locataire un logement qui va répondre à un critère de performance énergétique minimale défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale. C'est-à-dire qu'on doit effectivement raisonner en énergie finale par mètre carré et par an. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui... On ne prend plus en compte les factures, c'est ça en fait? Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'aujourd'hui, dans le DPE, on raisonne, donc ça va s'appliquer effectivement aux contrats qui sont conclus à compter du 1er juillet 2023, mais les bailleurs et les locataires ne vont pas se baser sur l'étiquette énergétique du nouveau DPE qui est en énergie primaire et en émissions de gaz à effet de serre, mais il faut qu'ils se fondent sur l'énergie finale. Donc il faut aller chercher dans le DPE un petit peu plus loin pour trouver cet élément. Et donc c'est quoi l'énergie finale alors? Alors l'énergie finale... c'est une modalité de calcul, effectivement, avec il y a un enjeu aussi de consommation, voilà, c'est un tout. Mais c'est vrai que ça, on va le retrouver dans le DPE. C'est pas basé sur la dépense énergétique. Ça inclut la dépense énergétique. D'accord, ça inclut la dépense énergétique. Simple, on ne pourra plus louer quel type de logement, en fait. Il y aura quand même un code. Alors, pour vous donner vraiment le calendrier, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui déjà des effets dans les zones d'encadrement où on ne peut plus augmenter le loyer quand on change de locataire. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que la loi climat-résilience, elle est vraiment venue uniformiser les règles pour tout le monde sur la fixation des loyers. Donc, pour les logements qui sont classés en F et en G, à compter du 22 août 2022, donc là, c'est cet été, donc on ne peut plus appliquer un loyer... 2022. Hein. Ouais. Donc là, c'est par rapport à l'augmentation des loyers. Hein. On peut pas l'augmenter si l'étiquette n'est pas bonne. Ouais. F ou G. On ne peut pas... Alors, il y a plusieurs choses. Hein. On ne peut pas appliquer un loyer supérieur à celui de l'ancien locataire, donc quand on change de locataire. On ne peut pas réviser le loyer comme on peut le faire avec l'indice IRL si on l'a prévu dans le bail. Et on ne peut pas proposer une augmentation de loyer au moment du renouvellement de bail. C'est-à-dire que le locataire, il est en place. On renouvelle le bail, on peut faire une proposition d'augmentation en respectant une certaine forme. Là, on est obligé, on gardera son locataire ad vitam au même prix. Tant qu'il ne fait pas les travaux. Voilà. Et donc, il a amélioré cette fameuse étiquette de F ou G qui est passée en... Voilà, il devra changer d'étiquette, faire des travaux. Donc, il y aura pas de... Alors, juste que je comprenne bien, donc 2022, hein, juillet 2022. Août 2022, étiquette F et G. Ouais. Donc là, c'est pour les contrats qui sont en cours. Deuxième étape. Deuxième étape, on a dit 1er janvier 2023, on doit obligatoirement louer un logement qui doit respecter effectivement des normes d'énergie en consommation d'énergie finale.
Et puis 1er janvier 2025, on devra louer un... Roselyne, oui. Janvier 2023, le logement que j'ai en étiquette G ou F, je peux plus le louer. Au 1er janvier 2025, on est obligé d'avoir entre A et F pour louer un logement. D'accord. Et en janvier 2023 ? Et en janvier 2023, il faut respecter un seuil maximal de consommation par mètre carré et par an d'énergie finale. D'accord. Et sinon on je est pourrais à pas louer. 450 kilowattheures. C'est-à-dire que pour l'instant, on ne sait pas encore comment ça va se définir, parce que moi, je ne sais pas ce que ça veut dire 450, je ne sais pas quoi dire. Moi non plus. Je veux dire, si on ne donne pas une règle définie... Moi non plus. Donc... Et si je vous reprends le calendrier, donc on a effectivement notre loi climat résilience qui dit que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent qui répond au niveau de performance énergétique des classes. Donc pour 1er janvier 2025, le logement doit être entre A et F. Et F. 1er janvier 2028 entre A et E. Voilà. 1er janvier 2034 entre A et D. D'accord. Donc c'est vraiment... alors 2034, c'est A et D. A et D. Donc ça veut dire qu'il y a le... Mais alors, c'est juste sur 2023, on a un petit flou, il faudra que le législateur vienne... Quand vous prenez le stock du patrimoine bâti ancien... je pense que tout le monde a conscience, et les professionnels de l'immobilier les premiers. Si vous voulez changer de métier, Guillaume, on pourrait peut-être se lancer dans la rénovation énergétique. Il y a un marché colossal à venir. Ah tous ceux qui sont là-dedans en ce moment... non mais ça, on est d'accord, c'est incroyable. Il y a un véritable enjeu de rénovation, clairement. L'enjeu, alors sur les immeubles collectifs, il est que pour changer d'étiquette énergétique, il peut y avoir des travaux à réaliser sur les parties communes, où là, évidemment, le propriétaire, il n'est pas le seul décisionnaire. Bien sûr. Puisqu'il faut faire peut-être des changements de l'isolation par l'extérieur. Il peut être maître sur un changement de chaudière si elle est individuelle. Mais par contre, c'est les collectives. Donc il doit prouver qu'il inscrit la question à l'ordre du jour. C'est tout un programme. C'est tout un programme, bien évidemment. On a le calendrier. Donc si on veut en savoir plus, on va sur le site internet de l'ANIL. Vous allez voir votre ADIL pour vous expliquer toutes les aides des bailleurs. Je pense qu'on en aura besoin. ANIL national. Tout à fait. ADIL départemental. Sachant qu'on n'est pas à l'abri que tout ça évolue encore. Voilà. Et toujours animé par l'excellente Roselyne Conan, qu'on vous retrouve le mois prochain, Roselyne. Avec plaisir. Merci en tout cas. Vous restez toujours avec nous dans notre grand rendez-vous de l'immobilier. On enchaîne avec la suite de notre programme. Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne. Voilà, c'est notre dernier rendez-vous avec Ça vous concerne, troisième séquence, toujours avec vous, l'ami Vincent. Oui, Sylvain Guillaume, nous sommes avec notre experte notaire Marie Choplin-Texi, bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue dans le grand rendez-vous de l'immobilier. Une première question pour vous, vous connaissez le principe. C'est Isabelle du groupe Facebook Le Club des Proprios. Elle dispose de plusieurs biens immobiliers, elle envisage de les donner à ses enfants, mais notre auditrice s'interroge sur la bonne stratégie adoptée. Quelle différence y a-t-il entre une donation et une donation partage, et quel dispositif est le plus avantageux pour le donateur et les donataires ? Alors, c'est une question qui revient souvent, effectivement. En préambule, il est important de rappeler à Isabelle qu'elle peut faire une donation à l'un de ses enfants seulement. C'est tout à fait valable. Elle peut faire une donation dite simple. Elle va donner à l'un de ses enfants et ne rien donner aux autres. Ça, c'est parfaitement légal. Elle peut tout à fait fonctionner de cette façon-là. Et elle peut donner un bien immobilier à l'un de ses enfants. Mais ça ne crée pas un déséquilibre Alors, ce qu'il y a, c'est que ça peut créer des difficultés au jour de l'ouverture de sa succession. Dans le cadre du règlement de sa succession, ce qui va se passer, c'est que cet enfant qui est le seul à avoir reçu va devoir ce qui s'appelle le rapport. Alors, sauf à ce qu'elle l'ait prévu différemment, mais c'est assez rare. L'enfant va devoir le rapport dans la succession. Le rapport est fait pour rétablir justement l'équilibre entre tous les enfants. Si on part du principe qu'il y a 2 ou 3 enfants... Oui, parce qu'il me semblait bien qu'il y avait une équité. Il y a toujours une équité entre les enfants. Tout à fait. Voilà. Donc le rapport va permettre de rétablir cette égalité. Et un sujet de valeur va se poser, c'est que le bien va devoir être valorisé au jour du partage. Donc c'est là que des difficultés entre les enfants peuvent naître. Et le bien va être valorisé au jour du partage, d'après son état, au jour de la donation. Donc, vous voyez, ça peut créer quelques difficultés entre eux. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on peut vivement conseiller à Isabelle de faire une donation partage. C'est-à-dire que tous ses enfants vont être allotis dans ce même acte, et cet acte contient à la fois une donation et un partage. Elle va constituer des lots, donc on comprend qu'elle a plusieurs biens immobiliers, et elle va faire en sorte, ces lots, de les attribuer aux enfants de façon... Alors, quand vous dites allotis, juste pour qu'on comprenne bien, chacun va avoir la même part
Chacun va avoir un bien immobilier déterminé. Donc, partons du principe qu'elle ait 3 enfants et 3 biens immobiliers pour faire simple. Chaque pas enfant. Forcément un bien immobilier, ça peut être aussi. Ça peut être une somme d'argent, ça peut être des actions, ça peut être tout bien. Ça peut être par exemple un bien immobilier qui vaut 100, une somme d'argent à 200. Pour équilibrer la valeur, c'est ça, tout à fait. Okay. Oui, c'est tout à fait possible. Égalité dans le même acte. Voilà, alors, dans le même acte. On peut aller plus loin et faire ce qui s'appelle des donations-partage inégalitaires. Non, tout est possible. Après, il faut vraiment faire attention aux conséquences que ça peut avoir dans le cadre de la liquidation de la succession d'Isabelle. C'est toujours le même sujet. Il faut vraiment envisager toutes les conséquences que cela peut avoir. Et dans la liquidation de la succession, voilà, s'assurer que chaque enfant, notamment, ait reçu sa réserve héréditaire et qu'aucun n'ait été privé de cette réserve, parce que du coup, ça peut mettre en difficulté ceux qui auraient pu recevoir plus dans cet acte de donation. Question néophyte, la réserve, c'est ce que vous appelez la réserve héréditaire, c'est le droit de chaque héritier direct. Exactement. Avoir une part sur la succession. Tout à fait. C'est la quote-part dont on ne peut pas priver un enfant dans sa succession. Isabelle, elle a un préféré, voilà, elle a 4 enfants, elle en aime qu'un. Les autres, elle les déteste. Et elle veut lui donner plus. Alors, dans sa succession, est-ce qu'elle peut lui donner plus? Alors, 2 choses. Elle pourra lui donner plus, mais dans la limite de la quotité disponible. C'est-à-dire que les autres enfants devront recevoir, quoi qu'il arrive, leur part de réserve. Et la quotité disponible, c'est la part où elle peut faire ce qu'elle veut, c'est ça? Exactement. Elle peut, du coup, avantager cet enfant qu'elle aime plus que les autres, ou qu'elle apprécie plus que les autres, ou qu'elle a peut-être besoin d'aider plus que les autres. Ça arrive parfois qu'on ait besoin d'aider un enfant plus que les autres. Est-ce que la quotité est toujours proportionnelle à la réserve héréditaire de chacun? Alors, c'est-à-dire est-ce que c'est le même volume? Par exemple, alors, non, il y a 3 enfants, est-ce que la quotité c'est un tiers, un tiers, un tiers? Alors non, vous avez 3 enfants, la quotité disponible est d'1/4 de votre patrimoine. Ah, d'accord. Vous avez 2 enfants, la quotité disponible est d'1 tiers. Les règles sont différentes en fonction du nombre d'enfants. L'autre possibilité, c'est de donner tout à cet enfant, mais à charge pour lui d'avoir une indemnité à reverser à ses frères et sœurs au moment de l'ouverture de la succession. Pourquoi penser Sauf à ce que ses frères et sœurs, le moment venu, ils renoncent. Là, on s'éloigne un petit peu du sujet, mais ils peuvent renoncer, et même par anticipation, ça s'appelle la renonciation anticipée à l'action en réduction. C'est très encadré, il y a un formalisme qui est assez lourd, mais les enfants peuvent renoncer à recevoir leurs réserves. Mais c'est possible avec un peu de pression, un peu d'assurance. C'est tout à fait possible. Et non, dans certaines familles, certains enfants ont moins de besoins financiers ou moins de besoins que leurs frères et sœurs, et ça arrive, oui, ça arrive. Sûr, ça. En tout cas, juste pour revenir sur cette question de la donation-partage, vous confirmez que c'est quelque chose c'est quelque chose qui sera préférable et très utilisé. Tout à fait, qui est très utilisé et qui sera conseillé à Isabelle dans le cas présent. Quand on a plusieurs enfants. Parce que les valeurs sont figées. Voilà. Alors, les valeurs sont figées au jour de la donation-partage, et surtout, la donation n'est pas rapportable. Donc, on évite ce sujet du rapport. On n'a plus de questions à se poser au moment de la succession. Si tous les enfants ont reçu dans cette donation-partage, tout est sorti, on n'en parle plus. La fiscalité, c'est comment? C'est la même. Que ce soit une donation simple ou une donation-partage, c'est la même. Est-ce que le donateur, il paye la fiscalité en général quand il donne? Alors, c'est le cas le plus fréquent. Ça n'est pas considéré comme une donation supplémentaire. C'est-à-dire que le donateur peut prendre en charge les frais et les droits. Ça n'est pas taxé comme une donation supplémentaire. Donc, c'est vraiment, ça c'est d'un commun accord entre donateur, donataire. Dans la famille, on se met d'accord. Ce qui est important de préciser à Isabelle, c'est que si elle n'a pas d'autre choix que de donner à l'un de ses enfants en amont, pour ensuite, quelques années plus tard, envisager une donation-partage, elle pourra le faire. On peut réincorporer dans une donation-partage des donations simples qui ont été faites précédemment. Ça, c'est important de le souligner. Par contre, on ouvre une fiscalité supplémentaire, c'est-à-dire qu'on a un droit de partage qui est dû à l'État de 2,5% sur les sommes qui sont réincorporées. Donc c'est un petit peu coûteux, mais pour la paix des familles, ça peut être quand même une opération importante à réaliser. Complémentaire. Vous êtes chez vous. Merci. Bienvenue chez moi. Et elle s'en sort très bien. Un bombardement de questions. Je suis bombardée de questions. Maître Choplin-Texier. On dit maître toujours, parce que maintenant on est dans le truc, on dit pas maîtresse. Non. Pas encore. D'accord. Non, mais en ce moment, c'est auteur, autrice, etc. Autrefois, je me suis fait reprendre. On dit autrice. Oui. On dit pas auteur. Enfin, bon, pas. J'ai donné de l'argent, d'accord, en numéraire. Est-ce que cet argent est fiscalisé pour le donataire, celui qui reçoit l'argent? Est-ce qu'il doit le déclarer aux impôts? Est-ce qu'il paye un impôt dessus? Alors, non, il ne paye pas d'impôt. Vous allez déclarer le don qui est fait quand vous donnez cette somme d'argent. D'accord. Donc c'est cette opération qui est une donation et qui doit être déclarée comme telle. D'accord. Donc vous payez éventuellement un droit de donation si vous êtes en dehors des abattements qui sont prévus. Après, une fois que cette opération est faite et que les droits éventuellement ont été payés à ce moment-là, le donataire qui a reçu cette somme d'argent n'a plus rien à déclarer. Elle n'est pas fiscalisée. Oui, mais les impôts, s'ils lui demandent d'où vient cet argent...
Alors, on fait des attestations, on envoie bien évidemment la copie de l'acte et on la fournit de plus en plus à la banque qui la demande. D'accord, on justifie de la provenance des fonds. Tout à fait. Parce que c'est d'accord. C'est une question qu'on pose. Question pour l'immobilier, c'est pareil? Alors, c'est-à-dire, parce que l'immobilier, c'est pareil. Imaginons, la personne reçoit, c'est une question qui a été posée, la personne reçoit 100 000 euros en numéraire, j'ai bien compris, pas d'impôt sur le revenu. Oui. Et je reçois un appartement qui vaut 100 000 euros, que je mets en location. Je le revends un an plus tard, est-ce que je paye l'impôt sur la plus-value? Est-ce que je paye un impôt dessus? Ah bah oui, vous pouvez effectivement être assujetti à l'impôt de plus-value. Vaut mieux donner du liquide alors? Oui, tout dépend après du patrimoine et des besoins des uns des autres. Mais oui. Si le bien que vous recevez dans votre patrimoine n'est pas votre résidence principale et que vous le mettez en l'occurrence en location, je vais être fiscalisé, vous allez payer un impôt de plus-value. Et si je revends dans 2 ans, je peux... Exactement. Et vous pouvez être assujetti à l'IFI évidemment. Et bien s'il vous est donné en pleine propriété, il rentre dans votre patrimoine. Il rentre dans le patrimoine, donc, voilà. Il fait partie de votre assiette taxable pour l'IFI. Absolument, d'accord. Merci. Et ça peut avoir plusieurs conséquences fiscales. C'est très précis. Mais bien sûr, on continue avec vous avec une autre question de Catherine et Paul. Il y a encore question d'une relation parent-enfant. Catherine et Paul sont à Paris. Nos auditeurs aident l'un de leurs enfants qui loge dans un appartement qui leur appartient. Ils ne souhaitent pas percevoir de loyer, mais ils voudraient encadrer quand même cette occupation, et c'est là l'objet de la question. Ils ont entendu parler du Commoda. Qu'est-ce que c'est? Et est-ce qu'ils pourraient le mettre en place? Encadrement de la location, mais pas envie de faire payer le loyer. Comment je connais une commode. Alors, le Commoda, c'est un prêt à usage qui est défini par le Code civil. C'est le fait de prêter un bien, une chose à une autre personne pour que cette personne puisse s'en servir. Prêt à usage qui est défini par le Code civil. Immobilier. Peu importe. Vous pouvez. Alors, on fait des prêts à usage tous les jours. Enfin, vous voyez, vous prêtez un verre à votre voisin, vous allez quelque part faire un prêt à usage. Il va s'en servir pour boire, et puis une fois qu'il aura bu, il vous rendra votre verre. Voyez. Et de l'argent, mais pour de l'immobilier, alors pour de l'argent, moi je l'ai jamais vu en pratique, mais c'est un prêt. C'est pas un prêt à usage dans ce cas-là. C'est une reconnaissance de dette. Là, on est vraiment donc sur de l'immobilier. Donc c'est tout à fait possible de l'encadrer via un prêt à usage. Pas de conditions de forme. Donc le prêt peut être verbal, par acte sous seing privé, par acte authentique. Il est très important de bien l'encadrer pour que justement il n'y ait pas de requalification possible de ce contrat. Il ne faut pas que ce soit considéré comme un contrat de location ou comme une donation. Là, c'est important puisque ce sont des parents qui envisagent de prêter le bien immobilier à leurs enfants. Ça veut dire qu'ils peuvent le sortir quand ils veulent. Alors, c'est important de prévoir un terme. S'il n'y a pas de terme de prévu, effectivement, c'est dangereux puisque on peut se poser la question de savoir quand est-ce que cet usage se termine. Un petit peu à tout moment, finalement, les parents pourraient récupérer leur bien. Donc, c'est important de prévoir une durée ou de prévoir que c'est jusqu'au décès de l'emprunteur ou du prêteur que le prêt à usage sera valable. Il faut le prévoir. Le prêt a un caractère gratuit, c'est-à-dire que l'enfant ne doit pas verser de loyer, évidemment, sinon il y a risque de requalification, ce qui n'empêche pas de mettre à sa charge certaines dépenses. Il a été jugé qu'on peut tout à fait lui faire payer la taxe d'habitation, les charges courantes, les charges de copropriété, ça c'est tout à fait possible. Et là, dans leur cas, il serait important également de prévoir que c'est une modalité d'exécution de leur obligation d'entretien pour éviter tout risque de requalification si s'ils ont plusieurs enfants, que les enfants au jour de l'ouverture de la succession, pour qu'au jour de la succession, les autres ne viennent pas dire que c'était une donation et qu'il y ait une requalification. S'ils ne faisaient pas tout ça, qu'est-ce qui risquerait ses parents? Alors, s'ils ne mettaient pas en place ce Commoda et qu'ils laissaient leurs enfants vivre dans le logement. Fiscalement, ça pourrait être considéré comme un bail fictif, c'est-à-dire versement de loyer. Alors, s'il n'y a pas de versement de loyer, et bien du coup, on pourrait se poser la question de pourquoi il n'y a pas de versement de loyer. Là, le fisc peut... Voilà. Et s'il n'y en a pas, et bien les frères et sœurs de l'enfant de Catherine et Paul, les autres frères et sœurs pourraient se dire au moment de l'ouverture de la succession des parents, c'est une donation, tu as bénéficié de ce logement gratuitement pendant plusieurs années. Un loyer, c'est 1 000 euros, 1 000 euros. Valeur, voilà, tout à fait. Donc, il faut l'encadrer, de l'intérêt de l'encadrer. C'est bien de l'encadrer. Très bien. Surtout qu'ils nous parlent de l'un de leurs enfants. Voilà, c'est pour ça. Merci beaucoup, Marie Choplin-Texier, d'avoir été avec nous. Merci à vous. On vous retrouve à l'étude Chevreux notaire à Paris, chevreux.fr. Voilà, on se retrouve le mois prochain. Absolument. Vous n'hésitez pas, vous posez vos questions à nos experts sur le groupe Facebook. Voilà, à nos amis avocats et aussi à nos amis notaires. Merci à vous. Bonne journée. Et on enchaîne tout de suite, bien évidemment, avec la suite de notre programme. Le grand rendez-vous de l'immobilier. Guillaume Chazoulière, Sylvain Lévy-Valency.
Hello les amis, eh bien écoutez, c'est la fin, voilà, ce 33e numéro, c'est très symbolique. En tout cas, merci de l'avoir écouté et regardé. Grand Rendez-vous de l'immobilier, c'est pour vous, c'est tous les mois, et on va vous donner rendez-vous le mois prochain, mon cher Guillaume. Et on a travaillé sur un sujet, bien vieillir chez soi. Oui, on parlera autonomie, adaptabilité des logements, tout un sujet. Et c'est la première fois qu'on en parlera dans cette émission. Voilà, bien vieillir chez soi, c'est un sujet hyper important. Ce sera le 17 décembre à 18h05. D'ici là, on vous souhaite un excellent week-end. Vous restez connectés, bien sûr, à Radio Imo et vous lisez assidûment les articles de nos amis de Capital. Et vous pouvez bien sûr écouter, comme d'habitude, cette émission en podcast sur les agrégateurs qui vont bien et sur l'application de Radio Imo. Merci à toutes les équipes de Radio Imo et merci aux équipes de Capital. On se retrouve le mois prochain. Radio Imo et Capital présentent le grand rendez-vous de l'immobilier en partenariat avec Orpi, 1250 agences immobilières partout, rien que pour vous. Et bienici.com, le site immobilier nouvelle génération, à retrouver sur radioimo.fr et capital.fr.